Jacob Mercer s'agenouilla dans la neige, son plus jeune fils inerte dans ses bras. Les lèvres de Noah étaient devenues bleues, sa petite poitrine bougeait à peine. Reste avec moi, supplia Jacob, la voix brisée. Noah, ne me quitte pas comme ta maman l'a fait. Les yeux du petit garçon de 5 ans s'ouvrirent. Papa, j'ai froid. À 25 km de la ville, la température baissait. Deux autres garçons étaient blottis dans le chariot accidenté derrière lui. Et à travers le mur blanc de la tempête de neige, Jacob vit quelque chose d'impossible. Une seule lumière dorée brillait dans l'obscurité. Si vous voulez savoir ce que cette lumière signifiait pour cette famille brisée, abonnez-vous à notre chaîne et restez jusqu'à la fin. Laissez un commentaire pour nous dire depuis quelle ville vous nous regardez. Nous aimons voir jusqu'où nos histoires voyagent. La roue du chariot heurta une plaque de verglas sous la neige fraîche. Jacob entendit le craquement avant de sentir le choc. Ce bruit écœurant du bois qui se fend, du fer qui se tord, tout qui va de travers en même temps. Accrochez-vous, cria-t-il. Trop tard. Le chariot bascula violemment vers la droite. Les provisions glissèrent. Ces garçons poussèrent des cris. Jacob agrippa la barre du siège et ses épaules heurtèrent le sol gelé avec une force telle qu'il en eut le souffle coupé. Une douleur fulgurante lui traversa le côté gauche. Pendant un instant, il ne put bouger, ni penser, et resta allongé dans la neige tandis que le monde tournait et que ses poumons refusaient de fonctionner. Papa. La voix de Caleb coupa le bourdonnement dans ses oreilles. Papa, lève-toi. Jacob ouvrit les yeux de force. Trois visages le regardaient depuis le plateau incliné du chariot. Caleb, 11 ans, essayait de paraître courageux, mais n'y parvenait pas. Eli, 8 ans, silencieux comme toujours, les yeux écarquillés de peur. Noah, 5 ans, qui commençait déjà à pleurer. La neige s'accumulait sur leurs cils. Leur souffle était visible dans l'air. De petits nuages de chaleur luttaient contre le froid de décembre. Jacob se releva à l'aide de son bras valide. Son épaule hurla de douleur. Quelque chose n'allait pas. Elle était gravement blessée. Peut-être fracturée. Il avait déjà ressenti des blessures de ce type lorsqu'il était cavalier. Rien qui ne le tuerait, mais le froid pourrait le faire. Il regarda le chariot, dont une roue tournait inutilement dans le ciel gris. Les cieux étaient complètement fêlés, le bois fendu et le fer tordu, impossible à réparer rapidement. Tout le monde dehors, dit Jacob en gardant une voix calme. Attention, un à la fois. Caleb descendit le premier, puis aida Eli. Noah vint en dernier, tendant les mains gantées vers son père. Jacob l'attrapa avec son bras valide et le posa dans la neige. Papa, tu es blessé, dit Noah. Je vais bien, mon fils. C'est toi qui ne vas pas bien. Ton visage est tout blanc. Noah, Jacob s'agenouilla pour regarder son plus jeune fils dans les yeux. J'ai besoin que tu sois courageux maintenant. Tu peux le faire pour moi? Le menton de Noah tremblait, mais il acquiesça. Jacob se leva et fit le tour du chariot, réfléchissant. Son esprit calculait automatiquement 24 kilomètres jusqu'à la colonie la plus proche. La température était déjà en dessous de zéro et baissait rapidement. La tempête de neige qui menaçait depuis midi était maintenant là, recouvrant les montagnes du Colorado d'un manteau blanc. Il voyait à peine à 6 mètres devant lui. « Tu peux le réparer ?» demanda Eli doucement. Le garçon parlait si rarement que lorsqu'il le faisait, tout le monde l'écoutait. Jacob regarda les cieux cassés, puis ses fils. Ils tremblaient déjà malgré leur manteau épais. « Non, mon fils, je ne peux pas le réparer. Alors qu'est-ce qu'on fait ?» Jacob ne répondit pas. Il pensait à Sarah, à la promesse qu'il lui avait faite à son chevet 2 ans auparavant. « Prendre soin de nos garçons. » Elle lui avait murmuré, la main froide dans la sienne. « Promets-moi, Jacob. Quoi qu'il arrive, protège-les. » Il avait promis. Et maintenant, parce qu'il avait été trop têtu pour attendre la fin de la tempête en ville, parce qu'il avait insisté pour rentrer à la maison pour le réveillon de Noël, il risquait de ne pas tenir sa promesse. « Nous ne pouvons pas rester avec le chariot, » dit-il finalement. « Nous allons mourir de froid. »« Mais où allons-nous » demanda Caleb d'une voix cassée. Depuis 2 ans, le garçon essayait de remplacer sa mère, préparant des repas à moitié brûlés, raccommodant des vêtements avec des pointes de couture de travers, réconfortant ses petits frères lorsqu'ils pleuraient la nuit. Trop de responsabilités pour un enfant de 11 ans. Beaucoup trop. « Nous allons marcher, » dit Jacob. « Marcher là où il n'y a rien. Il doit bien y avoir quelque chose. Une cabane, une ferme. »
Quelque chose. Papa. Élie tira sur sa manche, pointant du doigt la blancheur aveuglante d'une petite main. Je vois une lumière. Jacob plissa les yeux dans la tempête. Au début, rien. Juste de la neige, encore de la neige et le vide gris-blanc d'une tempête de neige dans le Colorado. Puis, à environ 1 kilomètre, peut-être moins, une faible lueur dorée. Douce et chaleureuse contre toute cette blancheur, elle pouvait être réelle. Ses yeux pouvaient lui jouer des tours. Cela pouvait être leur seule chance. Restez près de moi, dit Jacob. Tenez-vous la main. Ne lâchez rien. Il prit la main de Noah avec son bras valide. Caleb prit l'autre main de Noah, celle qui n'était pas celle d'Élie. Une chaîne de 4 personnes avançant dans l'obscurité blanche avec pour seul guide cette lumière lointaine. Chaque pas était une bataille. La neige était profonde jusqu'aux genoux à certains endroits, jusqu'aux cuisses à d'autres. Jacob porta presque Noah dans les passages les plus difficiles, son épaule blessée protestant à chaque mouvement. La douleur n'avait plus d'importance. Seul l'avenir comptait. Seule cette lumière comptait. Papa, je suis fatigué. Noah gémit. Je sais, mon fils. Continue à marcher. J'ai mal aux jambes. Je sais. Continue à marcher. Je veux maman. Jacob eut la gorge serrée. Il ne pouvait pas répondre à cela. Il ne pouvait pas dire à son fils que maman était partie et ne reviendrait jamais. Qu'elle était morte en mettant au monde leur 4e enfant. Un enfant qui était mort avec elle, laissant Jacob avec 3 garçons et un chagrin si lourd qu'il pouvait à peine respirer la plupart du temps. Continue à marcher, Noah. Eli tomba, heurta violemment le sol et se retrouva recouvert de neige. Jacob le releva, vérifia que les 3 garçons étaient toujours avec lui et les fit avancer. La lumière devenait plus forte. Ce n'était pas un mirage. Elle était réelle, solide, et devenait plus claire à chaque pas douloureux. Une ferme apparut au milieu de la tempête. Petite mais solide, construite à l'abri des vents de montagne. De la fumée s'élevait de la cheminée malgré la tempête, et Jacob sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. De l'espoir, un espoir désespéré et douloureux. Il leva le poing pour frapper. La porte s'ouvrit avant qu'il n'ait pu le faire. Une femme se tenait là, éclairée par la lumière du feu. La trentaine, estima Jacob dans ce premier moment figé. Elle avait les cheveux noirs tirés en arrière en un chignon pratique. Ses mains étaient usées par le travail et ses yeux évaluaient la situation d'un seul regard. Le genre d'évaluation qui venait de l'entraînement, d'une expérience difficile ou des deux. À l'intérieur, dit-elle, non pas comme une question, mais comme un ordre. Vous tous, maintenant. Elle les tira à l'intérieur, son corps bloquant le vent qui tentait de les suivre. La chaleur frappa Jacob comme un mur physique. La chaleur d'un feu rugissant. La sécurité. Les dents de Noah claquaient si fort que le garçon ne pouvait pas parler. La femme se déplaçait avec une rapidité déterminée. Elle sortit de quelque part des couvertures en laine épaisse qu'elle enroula autour de chaque garçon à tour de rôle. Elle attisa le feu pour le faire rugir. Elle mit du café sur la cuisinière. Elle mit de l'eau à chauffer. Tout cela en moins d'1 minute. Pas un mouvement inutile. « Assieds-toi, dit-elle à Jacob en lui montrant une chaise près du feu. Il faut examiner cette épaule. Madame, pensez, nous ne voulons pas vous déranger. Tu vas t'asseoir ou tu vas tomber? À toi de choisir. » Jacob s'assit. La pièce pencha légèrement lorsqu'il s'assit. La femme apporta de l'eau chaude et un linge propre. Ses doigts trouvèrent son épaule et l'examinèrent avec soin. De manière professionnelle. Bien sûr. Vous vous êtes fait une mauvaise entorse, dit-elle. Peut-être une fracture, mais les os sont intacts. Vous survivrez. Elle l'a bandé avec une efficacité acquise par l'expérience, puis s'est redressée et a regardé ses garçons. Tous 3 blottis près du feu, enveloppés dans des couvertures, la regardaient avec de grands yeux. « Vos noms, dit-elle, sans méchanceté, mais sans douceur non plus. Je m'appelle Noah. » Le plus jeune prit la parole, retrouvant sa voix maintenant que la chaleur revenait dans son petit corps. Lui, c'est Ellie, lui, c'est Caleb, et lui, c'est papa. Il s'appelle Jacob, mais maman l'appelait Jake. Quelque chose passa sur le visage de la femme. Aussitôt apparue, aussitôt disparue. « Je m'appelle Grace, dit-elle. La plupart des gens m'appellent comme ça. Grace Hoffman. »« Merci, mademoiselle Grace, dit Caleb, se souvenant de ses bonnes manières pour nous avoir accueillis. Pas besoin de remercier.
Une lumière à la fenêtre signifie que personne ne passe. C'est la loi ici. Jacob comprenait. La loi de la frontière écrite dans le sang de ceux qui sont morts seuls. Quand une tempête de neige arrivait, on allumait une lumière à la fenêtre. Et si quelqu'un venait à votre porte, vous le laissiez entrer. Sans poser de questions, car la prochaine fois, ce pourrait être vous qui vous retrouveriez dehors dans la tempête. La tempête est trop forte pour que vous partiez ce soir, dit Grace, officialisant la situation. Vous resterez. Je vais préparer le dîner. Elle se dirigea vers la cuisinière et Jacob observa ses fils la regarder. Des voisines avaient essayé de les aider ces 2 dernières années. Madame Patterson avec ses plats mijotés et ses regards compatissants. Madame Webb, du ranch voisin, maladroite mais bien intentionnée, mais aucune d'entre elles n'agissait comme cette femme. Aucune n'avait cette capacité à être à la fois compétente et douce. Noah tira sur la manche de l'ail et murmura quelque chose que Jacob ne put entendre, mais que Grace entendit. Ses mains s'immobilisèrent un instant devant la cuisinière. « Qu'est-ce que tu as dit? » demanda-t-elle sans se retourner. Le visage de Noah devint rouge. « Rien, madame. Ça ne ressemblait pas à rien. Je viens de... » Noah baissa les yeux. « J'ai dit, vous sentez bon, comme le savon que maman fabriquait. » Le silence s'éternisa. Jacob commença à s'excuser, mais Grace se retourna et son visage s'adoucit d'une manière qui lui serra la poitrine. « Votre maman fabriquait du savon à la lavande. » Noah acquiesça en pensant aux fleurs de son jardin. Elle disait que cela éloignait les mauvais rêves. « Ma maman m'a appris la même chose, » dit Grace doucement. « La lavande pour un sommeil paisible, le romarin pour se souvenir, la sauge pour lâcher prise. » Que signifie lâcher prise? Les yeux de Grace croisèrent ceux de Jacob par-dessus la tête de Noah. Quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance. Peut-être la reconnaissance de 2 personnes qui avaient toutes 2 perdu quelque chose de précieux. Cela signifie... Grace marqua une pause. Cela signifie apprendre à être à nouveau heureux, même lorsque des choses tristes se produisent. Oh, Noah réfléchit à cela. Papa n'a pas encore lâché prise. Il est toujours triste. Noah, la voix de Jacob fut plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Mais c'est vrai, tu ne souris plus jamais. Tu as brûlé les biscuits de Noël. Oh, tu as oublié d'accrocher la couronne de maman et tu... ça suffit. Noah se tut, le petit visage en pleurs. Grace s'approcha de lui, s'agenouilla pour être à la hauteur de ses yeux. « Tu sais quoi? Moi non plus, je n'ai pas encore tourné la page. Mon mari William est mort il y a 4 ans et certains jours, je mets encore 2 couverts à table par erreur. Vraiment? Oui. Et puis je me souviens et ça fait mal, mais ça fait un peu moins de mal à chaque fois. » Elle lui caressa doucement la joue. « Ce n'est pas mal d'être triste, Noah. Cela signifie que tu aimais quelqu'un et l'amour n'est jamais mal. » Noah passa ses bras autour de son cou. Grace se raidit pendant une seconde. Puis elle leva les bras et le serra contre elle. Au-dessus de sa tête, ses yeux croisèrent à nouveau ceux de Jacob. Et Jacob, qui n'avait rien ressenti d'autre que de l'engourdissement pendant 2 ans, sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Quelque chose de gelé commençait à fondre. Il détourna le regard, incapable de soutenir son regard, incapable de se laisser envahir par ce qui essayait de remonter à la surface. Sarah était partie depuis 2 ans. 2 années pendant lesquelles il avait à peine réussi à maintenir le cap, à brûler les repas et à oublier des choses importantes, et à regarder ses garçons devenir des versions plus calmes et plus petites d'eux-mêmes. Il n'était pas prêt à ressentir autre chose. Il n'était pas sûr de l'être un jour. Grace prépara un ragoût pour le dîner. Un plat simple avec des pommes de terre, des carottes, du chevreuil et des herbes provenant des bouquets séchés suspendus à la fenêtre. Mais la façon dont elle le préparait, le soin qu'elle y apportait, en faisait quelque chose de plus. Les garçons mangèrent comme s'ils n'avaient pas pris de vrais repas depuis des mois. En vérité, c'était le cas. Jacob avait échoué dans tout ce qu'il avait entrepris. Cuisiner, nettoyer, garder la maison au chaud, rendre ses fils heureux. Il avait survécu au lieu de vivre. « Doucement, Noah, » dit Grace doucement lorsque le garçon commença à avaler à grandes bouffées. « Tu vas te rendre malade. » Noah obéit immédiatement, ralentissant pour manger à petites cuillerées. Jacob observa la réaction de ses fils à son égard, la façon dont il se redressait lorsqu'elle parlait, la façon dont il voulait lui faire plaisir.
Il n'avait réagi ainsi à personne depuis Sarah. Après le dîner, Caleb remarqua la photo accrochée au mur. Un portrait de mariage, Grace et un homme barbu, tous deux jeunes, tous deux pleins d'espoir. « Votre mari ?» demanda Caleb. « William, il était ingénieur des mines. Il était venu de Boston pour faire fortune. » La voix de Grace était neutre, mais Jacob perçut la vieille douleur qui se cachait derrière. La mine s'est effondrée en 77. On n'a jamais retrouvé son corps. « Je suis désolé, » dit Caleb, et Jacob entendit une véritable compassion dans la voix de son fils. Le garçon savait ce qu'était la perte. Il le savait trop bien pour un enfant de 11 ans. « Merci. » Grace toucha un oiseau sculpté sur le rebord de la fenêtre. Jacob remarqua alors qu'il y en avait plusieurs, tous d'espèces différentes, tous finement détaillés. « J'ai commencé à les faire après sa mort, un pour chaque hiver passé seul. »« C'est vous qui les avez faits ?» demanda Eli d'une voix douce, émerveillée. « Ils sont magnifiques. »« Merci, Eli. » Grace lui sourit. « Des projets d'hiver. Ils occupent mes mains quand les nuits sont longues. » Jacob compta les oiseaux. Il y en avait 4. 4 hivers seuls dans cette cabane, sculptant la beauté pour survivre à l'isolement. « La tempête ne faiblit pas, » dit Grace alors que la nuit tombait. « Les garçons, vous prendrez mon lit. Monsieur Mercer, vous devrez vous contenter de la chaise près du feu. Cette épaule doit rester au chaud. Madame, nous ne pouvons pas prendre votre lit. Vous le pouvez et vous le ferez. C'est la loi de la frontière, Monsieur Mercer. »« Jacob, s'entendit-il dire, si nous restons sous votre toit, vous pouvez tout aussi bien m'appeler Jacob. » Quelque chose brilla dans ses yeux. « Jacob alors, et vous m'appellerez Grace. » Les garçons grimpèrent dans le grand lit, épuisés par le froid, la marche et l'émotion. Caleb d'abord, puis Eli, puis Noah entre eux. « Mademoiselle Grace. » La voix de Noah était faible et endormie. « Vous resterez jusqu'à ce que je m'endorme? » Jacob commença à protester. Ils avaient déjà assez imposé, mais Grace était déjà en mouvement, déjà assise sur le bord du lit. « Fermez les yeux, » dit-elle doucement. Puis, si doucement que Jacob faillit ne pas l'entendre, elle se mit à fredonner. Un vieux cantique que Sarah chantait. Jacob se détourna, face au feu derrière lui. La respiration de son fils ralentit et s'approfondit. Grace continua à fredonner doucement et assurément, chantant la chanson de sa femme décédée à ses fils vivants. La tempête frappait les murs, mais à l'intérieur, il y avait la paix. À l'intérieur, il y avait quelque chose que Jacob n'avait pas ressenti depuis 2 ans, quelque chose qui ressemblait dangereusement à un foyer. Il resta éveillé longtemps après que Grace eut grimpé silencieusement dans le grenier. Son épaule lui faisait mal à chaque battement de cœur, mais ce n'était pas cela qui le maintenait éveillé. La tempête les avait contraints à s'abriter ici. Un accident, les intempéries et des roues de charrette cassées. Mais en observant ces fils avec grâce, en les voyant redevenir ce qu'ils étaient autrefois, curieux, confiants, vivants, Jacob réalisa quelque chose de terrifiant. La tempête ne les avait pas seulement amenés à l'abri, elle les avait amenés à quelque chose de complètement différent. Et le lendemain matin, lorsque la tempête se serait calmée, il devrait les emmener loin de là. Retourner dans leur maison vide, retourner au repas brûlé et au silence inconfortable, retourner à la survie plutôt qu'à la vie. Jacob fixait le plafond et écoutait le vent hurler. Et pour la première fois en 2 ans, il se laissa ressentir tout le poids de la solitude dans laquelle sa vie était tombée. La lumière du matin le réveilla, grise et faible à travers la fenêtre givrée, mais lumière tout de même. La tempête s'était calmée pendant la nuit. Grace était déjà debout, se déplaçant silencieusement pour ne pas réveiller les garçons. Le café était en train de couler. Le bacon cuisait dans la poêle. « Bonjour », dit-elle sans le regarder. « Du café, s'il te plaît », dit-elle en lui tendant la tasse. Leurs doigts ne se touchèrent pas. Tous deux faisaient attention. « Comment va ton épaule? »« Mieux. Merci. » Le silence s'installa entre eux, un silence gênant, lourd de choses qu'aucun des deux ne savait comment dire. « La tempête s'est calmée, » dit finalement Grace. « Je l'ai remarqué. Tu vas vouloir rentrer chez toi. »« Oui. » Elle acquiesça, le visage soigneusement neutre. « Je vais te préparer de quoi manger pour le voyage. Les garçons auront besoin de manger. Grace, ne fais pas ça. » Sa voix était calme mais ferme. « Quoi que tu aies l'intention de dire, ne le dis pas. Tu as ta vie, Jacob. Ton ranch, tes garçons, et j'ai la mienne.
La nuit dernière, c'était de l'hospitalité frontalière, rien de plus. Mais c'était plus que ça. Ils savaient tous les deux que c'était plus que ça. Je te suis reconnaissant, parvint à dire Jacob. Ces mots lui semblaient pathétiques, inadéquats. Pas besoin de me remercier. J'ai suivi la loi, c'est tout. Les garçons se réveillèrent progressivement. Noah sourit d'abord en voyant Grace. Puis son sourire s'estompa lorsqu'il vit le visage de son père. On part? Bientôt, mon fils. Mais Noah regarda Grace. On ne peut pas rester plus longtemps. Noah, je ne veux pas retourner au ranch. Je déteste le ranch. Tout y est triste. Tout me rappelle que maman est morte. Noah James Mercer. C'est vrai. La voix de Noah Silva. Tu ne nous parles plus jamais. Tu travailles toute la journée, puis tu t'assois dans le fauteuil de maman et tu fixes le vide. Caleb essaie de cuisiner, mais il brûle tout, et Eli ne parle pas. Et je fais des cauchemars toutes les nuits et personne ne vient me serrer dans ses bras. Ça suffit. Non. Noah pleurait maintenant. Mais Mademoiselle Grace me serrait dans ses bras. Mademoiselle Grace me chantait des chansons. Mademoiselle Grace faisait en sorte que tout allait bien. Et je ne veux pas partir et tu ne peux pas m'y obliger. Il courut vers Grace, enfouit son visage dans sa jupe et sanglota. Grace regarda Jacob par-dessus la tête de son fils. Ses yeux brillaient, peut-être de douleur ou de compréhension. Elle s'agenouilla et prit le visage de Noah entre ses mains. Noah, regarde-moi, Tic. Il la regarda. Ton papa t'aime plus que tout au monde. Et parfois, quand les gens aiment beaucoup quelqu'un et que cette personne s'en va, l'amour se transforme en douleur. Ton papa souffre en ce moment, mais cela ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Cela signifie qu'il aimait tellement ta maman que la perdre a brisé quelque chose en lui. Mais il ne sourit plus jamais. Je sais, mon chéri, mais les blessures peuvent guérir. Cela prend juste du temps. Elle leva les yeux vers Jacob et ajouta. Parfois, cela demande de l'aide. Jacob était incapable de parler. Sa gorge était trop serrée. Ses yeux brûlaient des larmes qu'il n'avait pas versées depuis 2 ans. Va avec ton papa, dit Grace doucement. Rentre à la maison. Et n'oublie pas que tu auras toujours ta place ici si tu en as besoin. Ma porte sera toujours ouverte. Ma lumière brillera toujours à la fenêtre. Elle embrassa Noah sur le front. Puis elle se leva, redressa son tablier et se retourna vers la cuisinière. Les congédiant, se protégeant, érigeant des murs que Jacob comprenait trop bien. Les garçons, prenez vos affaires, dit-il d'une voix rauque. Nous partons. Ils rassemblèrent leurs manteaux, leurs chapeaux. Grace enveloppa de la nourriture dans un tissu, du pain, du fromage, des lanières de viande séchée. Efficace, impersonnelle. À la porte, elle tendit le paquet à Jacob. Leurs doigts se frôlèrent. Tous deux se retirèrent comme s'ils avaient touché du feu. Merci, dit Jacob, pour tout. Grace acquiesça d'un signe de tête. Bon voyage, Monsieur Mercer. Monsieur Mercer, et non plus Jacob. Le mur était de nouveau dressé. Le moment était passé. Jacob conduisit ses garçons dehors dans le froid, vers le chariot cassé où Gus Porter les attendait. Il avait vu le vieux rancher s'approcher un peu plus tôt pour voir s'ils allaient bien. Derrière lui, il entendit la porte de la cabane se refermer. Il ne se retourna pas, mais Noah le fit. Et Jacob entendit son plus jeune fils murmurer si doucement que ses mots se perdirent presque dans le vent. « Au revoir, mademoiselle Grace. Je t'aime. » La porte ne s'ouvrit plus. Ils s'éloignèrent dans la neige, et à chaque pas, Jacob sentait quelque chose mourir en lui. Quelque chose qui venait à peine de naître. Une semaine plus tard, Jacob se tenait à la fenêtre de sa cuisine, regardant la neige tomber sur son jardin vide. La maison était calme, les garçons dormaient, et Jacob était seul avec ses pensées, comme il l'avait été chaque nuit depuis 2 ans. Sauf que maintenant, la solitude était différente, plus vive, plus insupportable, car il savait désormais ce qui lui manquait. La porte de la chambre des garçons s'ouvrit en grinçant. Caleb apparut, âgé de 11 ans et paraissant plus vieux, avec des cernes sous les yeux. « Papa, ça va? »« Oui, mon fils, retourne dormir. Tu ne vas pas bien. » Caleb s'approcha pour se tenir à ses côtés. « Tu penses à elle? » Jacob ne répondit pas. « Nous pensons tous à elle, dit Caleb doucement. Ellie a fait un dessin d'elle hier. Noah n'arrête pas de demander quand nous pourrons y retourner et je... » Il s'interrompit. « Je n'arrête pas de penser à la façon dont elle nous regardait, comme si nous comptions, comme si nous avions de la valeur. »
Vous avez de la valeur, vous valez tout. Alors pourquoi avons-nous l'impression de simplement exister, comme si nous n'étions plus vraiment vivants? Jacob regarda son fils, l'épuisement sur son jeune visage, le poids qu'il portait depuis 2 ans. Je ne sais pas comment arranger les choses, admit Jacob. J'ai essayé. Tu n'as pas essayé, papa. Tu t'es caché. Il y a une différence. Ces mots le frappèrent comme un coup, parce qu'ils étaient vrais. Maman serait tellement triste, dit Caleb, la voix brisée. Elle détesterait nous voir comme ça. Elle détesterait savoir que nous avons cessé de vivre quand elle est partie. Elle disait toujours que l'amour était le plus important, que tout le reste n'était que... Il s'essuya les yeux brutalement. Que des détails. Caleb, Maman sans diesel Grace nous a redonné vie. Papa, pendant une nuit, nous nous sommes sentis comme une vraie famille. Et je sais que ce n'était qu'une nuit. Et je sais qu'elle est une étrangère, mais Caleb regarda son père avec des yeux suppliants. Ne pourrions-nous pas au moins essayer? Ne pourrions-nous pas au moins y retourner et voir si les choses pourraient peut-être être différentes? Jacob serra son fils contre lui, le tint fermement. Je ne sais pas, mon fils, murmura-t-il. Je ne sais pas si je suis assez courageux. Maman était courageuse, dit Caleb contre sa poitrine. Elle a été courageuse face à la mort. Le moins que tu puisses faire, c'est d'être courageux face à la vie. Et Jacob Mercer, debout dans sa cuisine sombre, serrant son fils aîné dans ses bras, laissa enfin les larmes couler. Il pleura pour Sarah, pour la vie qu'ils avaient planifiée ensemble, pour les enfants qu'elle ne verrait jamais grandir. Il pleura pour ses garçons, pour l'enfance qu'il perdait à cause de son chagrin, pour la joie qu'il leur avait volée en se noyant dans sa propre douleur. Et il pleura pour lui-même, pour l'homme qu'il était autrefois, pour l'homme qu'il voulait redevenir. Et quelque part dans ses larmes, quelque chose changea, quelque chose se libéra. Et Jacob Mercer prit une décision. Il allait revenir. Mais revenir n'était pas simple. 3 jours s'écoulèrent avant que Jacob ne puisse mettre sa décision à exécution. 3 jours à lutter contre le doute, la culpabilité, la voix dans sa tête qui ressemblait trop au commérage de la ville qui murmurait qu'un veuf courait après une femme qu'il avait connue pendant une nuit. Le 4e matin, il se réveilla avant l'aube et trouva ses 3 garçons déjà habillés, assis à la table de la cuisine, qui le regardaient. « Nous sommes prêts, dit Caleb. Prêts pour quoi? Pour retourner voir Mademoiselle Grace. Noah sautillait sur sa chaise. Nous avons préparé de la nourriture et tout le nécessaire. Jacob regarda le paquet posé sur la table. Du pain enveloppé dans un tissu, des pommes de la cave, un pot de miel que Sarah avait préparé l'été avant sa mort. Les garçons, je n'ai pas encore pris ma décision. Si tu l'as prise, la voix calme d'Eli se fit entendre. On t'a entendu pleurer, papa. On t'a entendu parler à la photo de maman hier soir. Tu as dit que tu allais essayer d'être courageux. Jacob eut la gorge serrée. Il pensait que les garçons dormaient. S'il te plaît, papa, murmura Noah. S'il te plaît, on peut y aller. Jacob regarda ses fils, l'espoir sur leur visage, la première lueur véritable qu'il voyait dans leurs yeux depuis 2 ans. D'accord, dit-il, nous irons. Le trajet jusqu'à la propriété de Grace dura 3 heures. La neige s'était tassée depuis la tempête, formant des pistes praticables pour les chevaux. Jacob maintint une allure lente, en partie pour des raisons de sécurité, en partie parce que son cœur battait si fort qu'il craignait qu'il n'explose. Que lui dirait-il? Elle avait été claire lorsqu'ils étaient partis. L'hospitalité de la frontière. Rien de plus. Elle l'avait appelé Monsieur Mercer. Elle avait rétabli les barrières. Elle les avait renvoyés avec efficacité et élégance. Peut-être ne voulait-elle pas qu'il revienne. Peut-être qu'une nuit à jouer à la famille lui avait suffi. Peut-être avait-elle vu qui il était vraiment, un homme brisé qui avait du mal à se ressaisir et avait décidé qu'elle ne voulait pas en faire partie. Les garçons avaient bavardé tout le long du trajet. Noah, en particulier, parlait de tout et de rien, son excitation débordant en mots qui sortaient plus vite qu'il ne pouvait les penser. « Tu crois qu'elle sera surprise? » »« Je parie qu'elle sera surprise. »« Tu crois qu'elle a fait d'autres oiseaux? »« Je veux apprendre à découper des oiseaux. »« Tu crois qu'elle m'apprendra, Caleb? »« Tu crois qu'elle me laissera l'aider à cuisiner? » Son ragoût était tellement bon. Tu te souviens de son ragoût? Ellie, tu te souviens à quel point son ragoût était bon? Ellie acquiesça avec un petit sourire sur son visage, habituellement solennel. Elle ne voudra probablement pas nous voir, dit Caleb doucement,
en roulant près de son père. Elle a été très claire à ce sujet quand nous sommes partis. Je sais. Alors pourquoi y allons-nous? Jacob resta silencieux pendant un long moment. Parce que ta maman m'a dit quelque chose une fois. Elle a dit que l'amour, ce n'était pas être sûr. C'était être assez courageux pour essayer même quand on a peur. Et j'ai eu peur pendant 2 ans, mon fils. Peur de ressentir quoi que ce soit. Peur de laisser quelqu'un entrer dans ma vie. Peur que si je recommençais à vivre, cela signifierait que je ne l'aimais pas assez. Il regarda Caleb. Mais je pense qu'elle serait plus déçue que j'abandonne plutôt que d'essayer d'être à nouveau heureux. Caleb acquiesça lentement. Je pense aussi. Ils franchirent la crête et aperçurent la ferme en contrebas. De la fumée s'élevait de la cheminée. Une silhouette s'affairait près du tas de bois, fendant les bûches d'un geste assuré et expérimenté. Grace. Elle leva les yeux au bruit des sabots. Même à cette distance, Jacob pouvait la voir se figer, baisser la hache, les regarder s'approcher. Elle nous voit, dit Noah, essoufflé. Elle nous voit, papa, dit Jacob en retenant son cheval à la limite de sa propriété. Les garçons tombèrent du chariot avant qu'il ne s'arrête complètement dans la neige en direction d'elle. Mademoiselle Grace! Mademoiselle Grace! Grace posa la hache et attrapa Noah qui se précipitait vers elle. Eli suivit. Puis Caleb, plus digne, mais tout aussi impatient. Jacob descendit lentement et marcha vers elle. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Grace le regarda par-dessus la tête de ses fils, le visage impassible. « Monsieur Mercer, Jacob, corrigea-t-il. Vous m'appeliez Jacob avant. C'était avant votre départ. Je suis revenu. Je vois ça. » Elle se dégagea doucement des garçons. « Que voulez-vous? » La question était directe, sans détour. Pas de place pour les belles paroles ou les détours. « Je ne sais pas, » admit Jacob. « Je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas ce que je fais ici. Je sais juste que lorsque nous sommes partis, quelque chose s'est brisé en moi chez les garçons et que depuis, nous nous brisons un peu plus chaque jour. » Grace serra les mâchoires. « Je ne suis pas là pour réparer vos morceaux brisés, Monsieur Mercer. Je ne vous demande pas de l'être. Alors que me demandez-vous? » Je demande. Jacob chercha ses mots. Je demande si nous pouvons recommencer à zéro. Si je peux revenir demain et après-demain et le jour suivant. Non pas parce que j'ai besoin de quelque chose de vous, mais parce qu'il s'est arrêté, a réessayé. Parce que quand je suis avec vous, je me souviens de qui j'étais. Avant que le chagrin ne prenne le dessus. Avant que j'oublie comment vivre. Grace resta silencieuse pendant un long moment. Le vent se leva, faisant tourbillonner la neige autour d'eux. « Savez-vous ce qu'on dit de moi en ville? » demanda-t-elle. Jacob cligna des yeux, surpris par ce changement de sujet. « Non, ils disent que je suis maudite. Ils m'appellent Baron Grace. Je n'ai pas pu donner d'enfant à William en 3 ans de mariage. Certains disent que c'est pour cela que j'ai perdu la raison, que c'est la punition de Dieu pour avoir épousé une femme incapable de remplir son devoir conjugal. » Sa voix était neutre, factuelle, mais ses yeux brûlaient d'une vieille douleur. Ils disent que j'aurais dû retourner dans l'Est après la mort de William. Qu'une femme seule ici n'est pas naturelle. Que je dois attendre quelque chose, un homme pour me sauver ou la mort pour m'emporter. Grace, je n'attends rien, Jacob. Je me suis construit d'une vie ici. Une petite vie, une vie solitaire, mais c'est la mienne. Et je ne laisserai personne me la prendre. Ni les commères de la ville, ni les hivers, ni toi. Je n'essaie pas de te prendre quoi que ce soit, n'est-ce pas? Elle s'approcha, le regard féroce. Tu viens ici avec tes yeux tristes et tes garçons tristes, et tu veux que je remédie à la situation. Tu veux que je te prépare tes repas, que je chante tes chansons et que je comble le vide laissé par ta femme. Mais je ne peux pas faire ça, Jacob. Je ne le ferai pas. Ce n'est pas ce que je veux. Alors qu'est-ce que tu veux? La question resta suspendue dans l'air froid et entre eux. Jacob prit une inspiration. Je veux te connaître. Pas comme quelqu'un qui peut réparer ma famille, mais comme, il s'interrompit, frustré. Quand tu as chanté pour mes garçons ce soir-là, j'ai entendu la chanson de Sarah et j'ai pensé que ça me ferait mal. J'ai pensé que je te détesterais pour ça, mais ce n'était pas le cas. Je me suis senti reconnaissant. Reconnaissant que quelqu'un se souvienne comment la chanter. Reconnaissant que mes garçons puissent l'entendre à nouveau. Reconnaissant que la chanson n'était pas morte simplement parce que Sarah l'était. L'expression de Grace changea. Quelque chose de plus doux vacilla sous son armure. «
J'ai appris cette chanson de ma mère, dit-elle doucement. Elle me la chantait quand j'étais petite, avant que la fièvre ne l'emporte. Je ne l'avais pas chantée depuis des années, pas depuis la mort de William. Mais vos garçons, dit-elle en regardant Noah, Eli et Caleb, qui se tenaient silencieux et attentifs. Ils avaient un air si froid, si perdu, et la chanson m'est venue naturellement. Ils n'ont pas arrêté de parler de toi, dit Jacob. Des oiseaux que tu sculptais, du ragoût que tu préparais, de la façon dont tu les écoutais. Tu les écoutais vraiment. Il fit une pause. Je ne les ai pas écoutés, Grace, pas vraiment. J'étais tellement absorbé par mon propre chagrin que j'ai oublié qu'ils étaient eux aussi en deuil. Ce sont de bons garçons. Ce sont des garçons brisés, tout comme moi. Jacob croisa son regard. Mais ils se sont animés ce soir-là dans ta cabane. Pour la première fois depuis 2 ans, ils ont ri. Ils ont souri. Ils se sont comportés comme des enfants plutôt que comme des petits fantômes hantant notre maison vide. Et c'est ce que je veux pour eux, Grace. Même si tu ne me parles plus jamais, même si tu me chasses de ta propriété dès maintenant, c'est ce que je veux pour eux. Grace resta silencieuse. Le vent hurlait autour d'eux. Les garçons attendaient, retenant leur souffle. Finalement, elle parla. Entrez. Il fait trop froid pour avoir cette conversation dehors. Elle se retourna et se dirigea vers la cabane. Les garçons coururent après elle, poussant des cris de joie. Jacob les suivit plus lentement, le cœur battant prudemment. À l'intérieur de la cabane, il faisait chaud et lumineux, le feu crépitait dans la cheminée. Grace servit le café. Le pain et le beurre circulaient dans le petit espace avec l'efficacité dont Jacob se souvenait. Les garçons s'installèrent près du feu, silencieux, sentant maintenant que les adultes avaient besoin de parler. Grace tendit une tasse de café à Jacob, puis s'assit en face de lui à la petite table. « J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, dit-elle. Je suis seule depuis 4 ans. Je m'y suis habituée. Je m'y suis résignée. Et puis toi et tes garçons êtes arrivés dans cette tempête de neige, et vous m'avez rappelé ce que c'était que d'avoir une famille, d'être utile, d'avoir de l'importance pour quelqu'un. » Sa voix se brisa. Et quand tu es parti, je me suis un peu effondré aussi. Alors, tu ne peux pas simplement revenir et t'attendre à ce que tout soit facile. Tu ne peux pas me donner de l'espoir et disparaître à nouveau. Je ne disparaîtrai pas. Comment je le sais? Tu n'en sais rien. Jacob posa sa tasse. Tu ne sais rien de moi, sauf que je suis veuf, que j'ai 3 garçons, une voiture en panne et plus de chagrin qu'une personne ne devrait en supporter. Tu ne sais pas si je suis bon, gentil ou fiable. Tu ne sais pas si je tiendrai ma parole ou si je la trahirai. Il se pencha en avant. Mais je sais quelque chose à ton sujet. Je sais que tu allumes la lumière de ta fenêtre pendant les tempêtes de neige, même si tu vis seul et que personne ne t'en voudrait de laisser l'obscurité régner. Je sais que tu as cédé ton lit à 3 petits garçons que tu n'avais jamais rencontrés. Je sais que tu as chanté une chanson dont le souvenir devait te faire mal, simplement parce qu'un enfant effrayé avait besoin de réconfort. Les yeux de Grace brillèrent. Voilà qui tu es, Grace Hoffman. Et je veux en savoir plus. Je veux tout savoir. Non pas pour que vous puissiez me guérir, mais parce que... Il s'interrompit et prit une inspiration. Parce que vous êtes la première personne en 2 ans qui me donne envie de savoir quoi que ce soit. Le silence s'installa entre eux. Le feu crépitait. Dehors, le vent soufflait autour des murs de la cabane. « Papa !» La petite voix de Noah brisa la tension. « On peut rester pour le dîner ?» Grace rit, un vrai rire, surpris. Elle s'essuya les yeux avec le dos de la main. « Je pense, dit-elle lentement, que le dîner est possible. » Noah poussa un cri de joie. Eli sourit. Caleb expira l'air qu'il retenait. Et Jacob, regardant Grace Hoffman de l'autre côté de la petite table dans sa petite cabane, sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas de l'amour, pas encore. Quelque chose de plus calme, de plus petit, de l'espoir. Ils restèrent pour le dîner, puis ils revinrent le lendemain et le jour suivant. Au cours de la semaine suivante, Jacob trouva des raisons de se rendre à la ferme de Grace. Les garçons avaient besoin qu'on vérifie leurs lettres. Grace avait été enseignante, elle pouvait les aider. Son épaule le faisait encore souffrir. Grace s'y connaissait en soins médicaux. Le toit de la cabane avait besoin d'être réparé. Jacob était habile de ses mains. Des excuses, toutes des excuses. Mais Grace ne les renvoyait jamais. Elle enseignait aux garçons le matin, la lecture, l'écriture, l'arithmétique.
Noah avait du mal avec les lettres, mais excellait dans des chiffres. Eli absorbait tout en silence, son esprit calme, absorbant les connaissances comme un sol sec absorbe la pluie. Caleb travaillait plus dur que tous les autres, déterminé à faire ses preuves. L'après-midi, Jacob travaillait à la ferme, réparait les bardeaux l'âge du toit, renforçait le bûcher, réparait la clôture que les sœurs avaient enfoncée. Le travail. Il était doué pour le travail qui lui permettait d'être près de Grace sans avoir à trouver les mots pour dire ce qu'il n'était pas prêt à dire. Ils discutaient le soir. Une fois les garçons endormis dans le lit de Grace, elle avait de nouveau renoncé à y dormir et dormait dans le grenier. Jacob et Grace s'asseyaient près du feu et se racontaient des histoires. Elle lui parlait de Boston, de son père, le médecin qui l'avait formé à la médecine parce qu'il n'avait pas de fils, de sa rencontre avec William lors d'une conférence médicale, de son coup de foudre pour son enthousiasme et ses rêves, de son arrivée dans l'Ouest pour se construire une nouvelle vie qui s'était effondrée lorsque son esprit avait basculé. Je suis resté parce que je n'avais nulle part où aller, avouait-elle. La famille de William m'a reproché sa mort. Elle m'a dit, si j'avais été une bonne épouse, si je lui avais donné des enfants, il n'aurait pas travaillé si dur. Il n'aurait pas été à la mine ce jour-là. Ce n'est pas vrai, je le sais, mais le chagrin rend les gens cruels. Ils avaient besoin de quelqu'un à blâmer, et j'étais la cible toute désignée. Je me suis reproché la mort de Sarah, dit Jacob doucement. J'étais en ville pour faire des courses. J'aurais dû être à la maison. J'aurais dû être là. Est-ce que cela aurait changé quelque chose? Non, le bébé est arrivé trop vite. Le cordon était enroulé autour de son cou. Le docteur a dit que personne n'aurait pu faire quoi que ce soit. Il fixait le feu. Mais j'y pense encore tous les jours. Et si j'avais été plus rapide? Et si j'avais été là pour lui tenir la main? Et si la dernière chose qu'elle avait vue n'avait pas été le plafond de notre chambre, mais mon visage? Grace tendit la main et prit de la sienne. Elle la tint simplement, sans parler. Ils restèrent assis ainsi jusqu'à ce que le feu s'éteigne. Ce sont les habitants de la ville qui ont causé des problèmes. Martha Jane Holloway s'est présentée chez Grace un mardi matin, sa charrette chargée de ce qu'elle appelait des dons caritatifs. Mais Grace savait qu'il s'agissait en réalité de curiosité. La matriarche de la ville avait entendu parler des visites de Jacob, avait entendu parler des garçons et était venue enquêter. « Eh bien, dit Madame Holloway en regardant autour d'elle avec ses yeux perçants. N'est-ce pas confortable? Grace garda un ton agréable. Puis-je vous aider, Madame Holloway? Je venais juste prendre de vos nouvelles, ma chère. Nous avons entendu dire qu'un homme vous rendait régulièrement visite. Son regard se posa sur Jacob, qui s'était figé en plein mouvement, un marteau à la main. Monsieur Mercer, je ne savais pas que vous connaissiez Madame Hoffman. Nous nous sommes rencontrés pendant la tempête de neige de Noël, dit Jacob avec précaution. Demoiselle Hoffman a sauvé la vie de mes garçons. Quelle héroïne! Le ton de Madame Holloway suggérait qu'elle n'en croyait pas un mot. Et maintenant, vous faites quoi? Je rembourse ma dette. Je répare sa maison. Elle a été endommagée par la tempête hivernale. C'est très généreux de votre part. Elle se tourna vers Grace. Vous savez ce que les gens disent, n'est-ce pas? Une veuve et un veuf seuls ensemble, jour après jour. Ce n'est pas convenable. Grace serra les mâchoires. Je ne savais pas que mon hospitalité devait être approuvée par la ville. Tout doit être approuvé par la ville, ma chère. C'est ainsi que fonctionnent les communautés. Nous avons des normes, des attentes. Madame Holloway sourit, mais son sourire n'était pas chaleureux. Je suis sûr que vous comprenez, compte tenu de votre histoire. Mon histoire. 3 ans de mariage, pas d'enfant. Certains pourraient appeler cela un jugement. Elle secoua tristement la tête. Et maintenant, ceci. Eh bien, les gens vont parler. Jacob s'avança, la voix dure. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Holloway, ce que Mel Hoffman fait sur sa propriété ne regarde qu'elle. Mel Hoffman n'a pas de mari pour défendre sa réputation, Monsieur Mercer. Quelqu'un doit veiller sur elle. Je n'ai pas besoin qu'on veille sur moi, dit Grace doucement. J'ai survécu à 4 hivers seul ici. J'ai mis des bébés au monde, j'ai remis des os en place et soigné des fièvres. J'ai fait tourner ma ferme sans aucune aide de la ville. Je pense pouvoir gérer ma propre réputation. Madame Holloway plissa les yeux. L'orgueil précède la chute, ma chère. Souviens-toi de cela. Elle partit dans un tourbillon d'arrogance. Grace resta debout sur le seuil de sa porte, regardant le chariot disparaître derrière la crête. Ses épaules étaient raides.
Jacob remarqua que ses mains tremblaient. Grace ne fait pas ça. Elle ne se retourna pas. Ne me dis pas que leur opinion n'a pas d'importance. Ne me dis pas que leur opinion n'est pas importante. J'ai vécu sous leur murmure pendant 4 ans. Baron Grace, maudite Grace, la veuve qui a poussé son mari dans la mine où il a trouvé la mort. Sa voix se brisa. Je pensais que je m'en fichais désormais. Je pensais avoir construit des murs suffisamment hauts pour que leurs paroles ne puissent plus me blesser. Que s'est-il passé? Tu es arrivé. Elle se retourna, les yeux brillants de larmes. Toi et tes garçons, avec vos visages tristes et vos cœurs brisés. Tu m'as redonné espoir, Jacob. Tu m'as donné envie de choses que j'avais cessé de désirer. Et maintenant, elle va retourner en ville et dire à tout le monde que je suis... Elle ne put finir. Jacob s'approcha d'elle et lui prit les mains. Dis à tout le monde que tu as fait preuve de gentillesse envers des étrangers, que tu as un cœur plus grand que toute cette ville mesquine réunie. Elle dira que j'essaie de te voler, que je t'ai piégé avec des ruses féminines, que je suis désespéré et pathétique. Et alors, donnons-leur vraiment matière à discussion. Grace le fixa du regard. Quoi? Laisse-moi te courtiser comme il se doit devant toute la ville. Le cœur de Jacob battait à tout rompre, mais sa voix était calme. Laisse-moi leur montrer que je te choisis, que ce n'est pas par désespoir ou par commodité, que je te courtise parce que tu en vaux la peine. Jacob, je sais que c'est rapide. Je sais que nous nous connaissons à peine. Mais Grace, j'en sais assez. Je sais que tu es gentille. Je sais que tu es forte. Je sais que tu fais rire mes garçons et que tu me fais ressentir autre chose que de l'engourdissement pour la première fois depuis 2 ans. Il lui serra les mains. Laisse-moi te courtiser. Laisse-moi te prouver, à toi et à eux, que c'est réel. Grace scruta son visage pendant un long moment à la recherche de ce que Jacob ignorait. Peut-être le doute, ou la tromperie, ou la peur qu'il lui brise le cœur comme la ville essayait de le faire depuis des années. Quoi qu'elle ait trouvé, cela a dû la satisfaire. D'accord, murmura-t-elle. Courtise-moi. Jacob porta sa main à ses lèvres et embrassa ses jointures. Un geste à l'ancienne, convenable, le genre de geste qu'un gentleman fait à une dame qu'il respecte. Je viendrai dimanche, dit-il. Je t'emmènerai à l'église. Je m'assiérai avec toi devant tout le monde et je m'assurerai qu'il sache exactement quelles sont mes intentions. Grace eut un rire brisé et étouffé. La ville ne cessera jamais de parler. Qu'il parle. Qu'il voie en un homme qui sait ce qu'il veut et qui n'a pas peur de se battre pour l'obtenir. Depuis le seuil, 3 petites voix poussaient en des cris de joie. « Enfin !» s'écria Noah. « Cela signifie-t-il que Mademoiselle Grace va devenir notre nouvelle maman? » Noah. Caleb attrapa son frère. « Tu ne peux pas demander ça comme ça. »« Pourquoi pas? »« C'est ce que nous voulons tous, n'est-ce pas? » Eli acquiesça solennellement. Grace regarda Jacob, une question dans les yeux. Jacob regarda ses fils, cette femme qui les avait ramenés à la vie, cet avenir qui semblait soudain possible. « Oui, dit-il, c'est ce que nous voulons tous. » Et pour la première fois depuis la mort de Sarah, Jacob Mercer sourit. Le dimanche arriva plus vite que Jacob ne l'avait prévu. Il se réveilla avant l'aube, nerveux comme il ne l'avait plus été depuis l'âge de 18 ans, lorsqu'il avait courtisé Sarah pour la première fois. Il se rasa soigneusement, se coupant 2 fois le menton. Il enfila son seul costume correct, celui qu'il avait porté aux funérailles de Sarah. Il brossa son chapeau jusqu'à ce qu'il brille. « Papa est élégant », annonça Noah au petit déjeuner. « Papa a l'air effrayé », corrigea Caleb en souriant. « Je n'ai pas peur. » Tes mains tremblent. Cobb baissa les yeux. Son fils avait raison. Il enfonça ses mains dans ses poches. Il fait froid. Il ne fait pas si froid, Caleb. Désolé, papa. Mais le garçon souriait toujours. Ils se rendirent à la ferme de Grace pour la chercher. Elle attendait sous son porche, vêtue de sa plus belle robe, une robe bleu foncé avec de la dentelle blanche au col. Simple, modeste, magnifique. Jacob eut le souffle coupé. « Mademoiselle Grace, vous êtes très jolie, » dit Noah, évitant à son père d'avoir à trouver les mots. « Merci, Noah. » Grace sourit, mais Jacob pouvait voir la tension dans ses épaules, la peur dans ses yeux. « On y va? » Le trajet jusqu'à la ville fut silencieux. Les garçons étaient assis à l'arrière du chariot, inhabituellement calmes. Grace était assise à côté de Jacob sur le banc, si près que leurs épaules se touchaient presque. Presque, mais pas tout à fait.
On n'est pas obligé de faire ça, dit Jacob doucement. Si tu as changé d'avis, je n'ai pas changé d'avis. La voix de Grace était calme, mais ses mains étaient crispées sur ses genoux. Je me prépare simplement. À quoi? À tout ce qu'ils vont dire, à tout ce qu'ils vont faire. Elle le regarda. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu, Jacob. 4 ans de chuchotement. 4 ans à être invisible quand cela arrangeait les gens et notoire quand cela ne les arrangeait pas. 4 ans à être la femme qui ne pouvait pas donner d'enfant à son mari. La femme qui l'avait poussé à la mort. La femme qui aurait dû avoir la décence de retourner dans l'Est, là où était sa place. Cela va changer. Vraiment? Le rire de Grace était creux. Tu penses qu'entrer dans l'Église avec toi va changer 4 années de jugement? Non. Mais c'est un début. Ils arrivèrent à l'église juste au moment où la cloche se mit à sonner. Les gens entraient en famille, vêtus de leurs plus beaux habits du dimanche, les voisins se saluant d'une poignée de main et d'un signe de tête. Puis ils virent la calèche de Jacob, virent qui était assise à côté de lui. Les chuchotements commencèrent immédiatement. Jacob descendit, fit le tour et tendit la main à Grace. Elle la prit, ses doigts étaient froids malgré ses gants. Il l'aida à descendre lentement, délibérément, s'assurant que tout le monde puisse voir. « Prête? » murmura-t-il. « Pas bien. Moi non plus. » Ils entrèrent ensemble dans l'église. Les garçons suivaient derrière Noah, tenant la main d'Élie. Caleb fermait la marche, le menton levé et les épaules droites. Les chuchotements s'intensifièrent. Jacob conduisit Grace vers un banc près de l'avant. Pas tout à fait à l'avant, qui était réservé aux familles fondatrices de la ville, mais suffisamment près pour faire passer le message. Il attendit qu'elle s'assoie, puis s'assit à côté d'elle. Les garçons entrèrent en file derrière Noah, se pressant immédiatement contre Grace. Le révérend Jonathan Whitmore se tenait à la chaire, observant l'assemblée s'installer. Son regard croisa celui de Jacob pendant un instant. Quelque chose passa entre eux. De la compréhension peut-être. Le révérend avait perdu sa propre femme à cause de la chaleur. Il connaissait le chagrin, le courage qu'il fallait pour aller de l'avant. Le service commença. Jacob ne parvenait pas à se concentrer sur le sermon. Il était trop conscient de la présence de Grace à ses côtés, trop conscient des regards posés sur eux, des chuchotements qui continuaient même pendant la prière, trop conscient de Martha Jane Holloway dans le banc de l'autre côté de l'allée, le visage figé dans une expression de froide désapprobation. À la fin du service, Jacob se leva et offrit son bras à Grace. Elle le prit, sa main tremblant légèrement contre sa manche. Ils sortirent ensemble dans la lumière éclatante du soleil d'hiver et la ville descendit. « Monsieur Mercer, » dit Martha Jane Holloway, sa voix portant à travers le cimetière. « Quel plaisir de vous voir à l'église et en compagnie, Madame Holloway. » Jacob garda un ton poli. « Puis-je vous présenter Mademoiselle Grace Hoffman, même si je crois que vous vous connaissez déjà? » En effet, nous nous connaissons. Le sourire de Madame Holloway n'atteignait pas ses yeux. « Mademoiselle Hoffman, quelle surprise! Je ne savais pas que vous aviez recommencé à assister aux offices. J'y assiste quand j'ai une raison de le faire, » répondit Grace doucement. « Et maintenant, vous avez une raison. » Madame Holloway les regarda tour à tour. Comme c'est intéressant. D'autres habitants du village se rassemblèrent, attirés par la promesse d'un drame. Jacob vit de la curiosité sur certains visages, de l'hostilité sur d'autres, et une chaleur sincère sur quelques-uns. Le vieux Gus Porter se fraya un chemin à travers la foule. Son visage buriné s'illumina d'un large sourire. « Eh bien, » dit Gus en tapotant l'épaule de Jacob, « il était temps que tu sortes de ta cachette, fiston. Et mademoiselle Hoffman, tu as bonne mine. L'hiver vous a-t-il été clément? » « Assez clément, monsieur Porter. Merci de vous en inquiéter. Gus, appelez-moi Gus. Tout le monde le fait. » Il regarda Jacob. « Vous emmenez cette dame au bal samedi prochain? » Jacob cligna des yeux. Il avait oublié le bal d'hiver, le rassemblement annuel où la ville se réunissait pour manger, danser et oublier le froid. Je ne lui avais pas encore demandé. « Eh bien, demandez-lui. Ne laissez pas une dame en suspens. » Gus fit un clin d'œil à Grace. « Réservez-lui une danse, Mel Hoffman. Il a 2 pieds gauche, mais son cœur est bien placé. » Grace sourit, un vrai sourire, le premier que Jacob voyait depuis leur arrivée. « Je m'en souviendrai, Gus. » La voix de Madame Holloway s'immisça dans la conversation. « Mademoiselle Hoffman a sûrement mieux à faire que d'assister à des bals. Une femme seule avec une ferme à gérer.
Le travail hivernal doit être interminable. En fait, dit Jacob, j'aide Mal Hoffman à réparer sa ferme, endommagée par les tempêtes hivernales. C'est très charitable de votre part. Ce n'est pas de la charité, Madame Holloway. C'est de la cour. Le mot tomba dans la conversation comme une pierre dans une eau calme. Des ondulations se propagèrent, des halètements, des murmures, des yeux écarquillés. Une cour. La voix de Madame Holloway s'éleva. Monsieur Mercer, votre femme est décédée il y a à peine 2 ans. 2 ans et 4 mois, dit Jacob d'un ton calme. J'ai compté chaque jour. Et maintenant, vous faites la cour aux villes. Elle s'interrompit, mais l'insinuation resta dans l'air. Aux villes, quoi? La voix de Jacob se durcit. Continuez, Madame Holloway. Terminez votre phrase. Je voulais seulement dire, vous vouliez dire que Grace Hoffman est seule depuis trop longtemps, qu'elle n'a pas de mari pour la défendre, pas de famille pour la protéger, personne pour s'interposer entre elle et la cruauté de gens bornés qui n'ont rien de mieux à faire que de démolir une femme qui ne leur a jamais fait de mal. Le silence s'est abattu sur le cimetière. Je courtise Grace Hoffman, poursuivit Jacob d'une voix qui s'adressait à toutes les oreilles. Je la courtise parce qu'elle a sauvé la vie de mes fils dans une tempête de neige, parce qu'elle a ouvert sa maison à des étrangers alors qu'elle avait tout à fait le droit de garder sa porte fermée, parce qu'elle est et courageuse, et parce que mes garçons l'aiment, et parce qu'il s'arrêta, prit une inspiration, parce que je pense que je pourrais l'aimer aussi avec le temps. Et je me fiche complètement de ce que vous en pensez. La main de Grace se resserra sur son bras. La petite voix de Noah retentit derrière eux. Papa a dit un gros mot. La tension retomba. Quelqu'un rit, probablement Gus. D'autres se joignirent à lui. La foule commença à se disperser, toujours en chuchotant, mais l'hostilité s'était estompée. Madame Holloway restait raide, le visage marqué par la colère et l'humiliation. Vous le regretterez, Monsieur Mercer. Vous le regretterez tous les deux. Peut-être, dit Jacob, mais je ne pense pas. Il conduisit Grace jusqu'au chariot, l'aida à monter et fit monter les garçons. Ils quittèrent l'église sous les regards de toute la ville. Une fois loin des bâtiments, Grace expira l'air qu'elle retenait. Tu as appelé ça une cour. C'est exactement ça, devant tout le monde. C'était le but. Elle resta silencieuse un instant, puis dit doucement, « Merci, ne me remercie pas encore, ce n'est que le début. » Je sais. Elle le regarda, les yeux brillants, mais c'est un bon début. La soirée d'hiver eut lieu un samedi soir. La mairie était décorée de branches de pin et de rubans. Des lanternes projetaient une lumière chaude sur le parquet. Un violoniste accordait son instrument dans un coin, tandis que les familles entraient en secouant la neige de leurs bottes et en accrochant leurs manteaux au crochet le long du mur. Jacob arriva avec Grace à son bras et ses garçons derrière lui. Ils avaient passé la semaine à se préparer. Grace avait retouché sa plus belle robe, ajoutant de la dentelle au col. Jacob avait ciré ses bottes jusqu'à ce qu'elles brillent. Même les garçons étaient lavés et coiffés, les cheveux lissés vers l'arrière avec de l'eau. La salle se tut lorsqu'ils entrèrent. Jacob gardait le menton levé. Sa main était fermement posée sur le bras de Grace. Il la conduisit à une table près de l'entrée, tira sa chaise et l'aida à s'asseoir. Les garçons se précipitèrent pour s'asseoir autour d'eux. Lentement, la conversation reprit. Le violoniste se mit à jouer. Les couples se dirigèrent vers la piste de danse. « Ils nous regardent tous, murmura Grace. Laisse-les regarder. Facile à dire pour toi. Ce n'est pas de toi qu'ils chuchotent depuis 4 ans. Non, mais c'est de moi qu'ils vont chuchoter maintenant. » Jacob se leva et tendit la main. « Danse avec moi. » Grace hésita. « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Grace Hoffman, je ne suis pas venu à cette soirée pour rester assis dans un coin. Je suis venu pour danser avec toi devant tous les habitants de cette ville. Maintenant, prendre ma main. » Elle la prit. Ils se dirigèrent vers la piste de danse. Le violoniste, observant la salle, passa à un morceau plus lent. Jacob attira Grace vers lui. Pas de manière scandaleuse, mais suffisamment près. Ils commencèrent à bouger. « Je dois te prévenir, dit Grace. Je n'ai pas dansé depuis 4 ans. Je dois vous prévenir, je n'ai jamais été doué pour ça. » Gus a dit quelque chose à propos de 2 pieds de gauche. Gus parle trop. Grace rit, et le son de son rire était comme une musique. Clair, vif et vivant.
Il dansait mal. Jacob lui a peut-être marché 2 fois sur les pieds et Grace a trébuché une fois, mais il dansait, et tandis qu'il se déplaçait sur la piste, quelque chose changea dans la salle. Les chuchotements continuaient, mais leur ton avait changé. Moins hostile, plus curieux. Les gens nous regardent, dit Grace. Qu'ils regardent autant qu'ils veulent. Certains sourient. Tant mieux. Madame Holloway ne sourit pas. Je me fiche de Madame Holloway. La chanson se termina. Ils restèrent debout au milieu de la piste, légèrement essoufflés. Une autre demanda Jacob. Je crois que j'ai besoin de prendre l'air. Ils sortirent sur le porche, où le froid les frappa après la chaleur de la salle bondée. Les étoiles brillaient au-dessus de leur tête. Leur souffle était visible dans l'air glacial. Jacob. La voix de Grace était douce. Pourquoi fais-tu cela? Faire quoi? Tout cela. La cour, les déclarations publiques, la danse. Elle se tourna vers lui. Tu pourrais avoir n'importe qui. Tu es jeune, tu es beau, tu as un beau ranch. Il y a beaucoup de femmes qui seraient heureuses de t'avoir. Je ne veux pas beaucoup de femmes. Je te veux toi. Mais pourquoi? Tu me connais à peine. J'en sais assez. Jacob prit ses mains dans les siennes. Je sais que mes garçons sourient quand ils sont avec toi. Je sais que je me sens vivant quand je suis près de toi. Je sais que pendant 2 ans, j'ai erré comme un mort, faisant les choses machinalement, attendant que la douleur s'arrête. Et puis je suis tombé sur ta cabane au milieu d'une tempête de neige et tout a changé. Ce n'était qu'une nuit, mais ça a suffi. Il leva ses mains vers sa poitrine et les pressa contre son cœur. Il était gelé depuis 2 ans, Grace. Et tu es la première personne à l'avoir fait battre à nouveau. Les yeux de Grace brillaient à la lumière des étoiles. J'ai peur, murmura-t-elle. J'ai peur de vouloir ça. J'ai peur de croire que c'est réel. J'ai peur qu'un jour tu te réveilles et que tu te rendes compte que je ne te suffis pas. Tu me suffis. Tu me suffis largement. Tu ne le sais pas. Je sais que je veux passer le reste de ma vie à le découvrir. Jacob lâcha ses mains et lui caressa doucement le visage. Je ne te demande pas de m'aimer, Grace. Pas encore. Je te demande juste de me laisser essayer de te mériter. Une larme coula sur sa joue. Jacob l'essuya avec son pouce. D'accord, murmura-t-elle. D'accord, essaie. Jacob sourit. Cela semblait étrange sur son visage. Il l'avait si rarement fait ces 2 dernières années. Mais cela semblait juste, comme si quelque chose revenait à sa place. La porte s'ouvrit derrière eux. 3 petits visages apparurent. Vous avez fini d'être romantique? Demanda Noah. Parce qu'il y a du gâteau à l'intérieur et Caleb ne me laissera pas en manger tant que vous ne serez pas revenus. Grace rit en s'essuyant les yeux. Nous avons fini. Tu vas épouser mademoiselle Grace, papa? Insista Noah. Parce qu'Eli dit que tu vas te le faire, mais Caleb dit qu'il est trop tôt pour poser la question. Caleb a raison. Jacob prit Grace par le bras, mais pas trop tôt pour espérer. Ils rentrèrent ensemble à l'intérieur. Le gâteau était excellent. Le célèbre gâteau au miel de Madame Patterson, la même recette qu'elle préparait depuis 30 ans. Les garçons mangèrent jusqu'à en avoir mal au ventre. Jacob dansa 2 fois de plus avec Grace et 1 fois avec Madame Patterson elle-même, qui lui dit qu'elle était heureuse de le voir revivre. Sarah approuverait, dit doucement la vieille dame. Elle t'aimait trop pour vouloir que tu sois malheureux pour toujours. Merci, Madame Patterson. Ne me remercie pas, mon cher. Sois simplement heureux. C'est tout ce que nous voulons pour toi. La soirée touchait à sa fin. Les familles rentraient chez elles. Jacob fit monter les garçons dans le chariot. Noah dormait déjà. Eli était somnolent. Caleb luttait pour garder les yeux ouverts. « Je te ramène chez toi, » dit Jacob à Grace. « Ce n'est pas sur ton chemin. » Peu importe. Ils roulèrent dans la nuit calme, les roues du chariot crissant sur la neige tassée. Les garçons dormaient à l'arrière, bien au chaud sous leur couverture. Grace était assise à côté de Jacob, la tête posée sur son épaule. Il ne dit rien, ne bougea pas, la laissant simplement s'appuyer sur lui tandis que les étoiles tournaient au-dessus de leur tête et que les chevaux trouvaient leur chemin dans l'obscurité. Lorsqu'ils arrivèrent à sa cabane, elle releva la tête à contre-cœur. « Merci, dit-elle, pour tout. Merci de m'avoir donné une chance. » Elle descendit, se dirigea vers sa porte, puis se retourna. « Jacob. Oui, je pense que je pourrais t'aimer aussi, avec le temps. » Avant qu'il n'ait pu répondre, elle était partie,
disparaissant dans sa cabane, la porte se refermant derrière elle. Jacob resta assis dans son chariot pendant un long moment, le cœur comblé pour la première fois depuis des années. Puis il fit claquer la langue aux chevaux et rentra chez lui. Les mots de Grace résonnaient dans son esprit. Avec le temps, il avait le temps, tout le temps du monde. Les ennuis commencèrent 3 semaines plus tard. Jacob était chez Grace, en train de réparer le toit du poulailler qui s'était effondré sous le poids de la neige fraîche. Les garçons étaient à l'intérieur avec Grace, occupés à faire leurs devoirs. Tout semblait paisible, normal, parfait. Puis un chariot apparut sur la crête. Jacob se redressa, se protégeant les yeux du soleil hivernal. Il ne reconnut ni le cheval ni le conducteur. C'était un homme mince vêtu d'un manteau de ville, totalement inadapté au climat du Colorado. Le chariot s'arrêta devant la cabane. L'homme descendit et regarda autour de lui avec un mépris à peine dissimulé. C'est la ferme des Hoffman. Qui demande? Silas Hoffman. L'homme eut un rictus, le frère de William. Je suis venu réclamer ce qui m'appartient. La porte de la cabane s'ouvrit. Grace sortit, le visage pâle. Silas. Grace. Il ne sourit pas. Tu as l'air en forme, tout bien considéré. Que fais-tu ici? Je te l'ai dit dans ma lettre, William me devait de l'argent, 5 000 $. Et comme tu étais sa femme, la dette te revient. Je n'ai jamais reçu de lettre. Cela ne me concerne pas. Silas fouilla dans son manteau et en sortit une liasse de papier. J'ai des preuves. William m'a emprunté de l'argent pour financer son projet minier. Des billets à ordre signé. Certifiés, légaux et contraignants. William est mort depuis 4 ans. La dette ne meurt pas avec le débiteur. Silas regarda à nouveau autour de lui, le regard calculateur. Cette terre doit valoir quelque chose. La cabane, le bétail. Vendez tout cela et vous pourrez presque couvrir ce que vous devez. C'est ma maison. C'est une garantie. Silas s'approcha, baissant la voix. Vous pouvez me payer ce que vous devez, Grace, ou vous pouvez tout perdre. À vous de choisir. Jacob s'interposa entre eux, posant la main sur sa hanche, là où il portait habituellement son pistolet. Il l'avait laissé à l'intérieur, stupide, imprudent. Cette dame ne vous doit rien. Silas le regarda de haut en bas. Et vous êtes Jacob Mercer, un ami. Un ami. Le sourire de Silas était hypocrite, comme c'est touchant. Mais c'est une affaire de famille, Monsieur Mercer. Je vous suggère de rester en dehors de ça. Grace fait partie de la famille. Les mots sortirent avant que Jacob ne puisse les retenir. Ou elle le saura bientôt. Les yeux de Silas se plissèrent. Vraiment? Oui. Alors je vous suggère de consulter un avocat, Monsieur Mercer, car à moins que votre future épouse ne puisse produire 5 000 $, ce terrain m'appartient. Il jeta les papiers aux pieds de Grace. Vous avez 30 jours. Il remonta dans son chariot et s'en alla, les laissant debout dans le froid. Grace, courbée, ramassa lentement les papiers avec des mains tremblantes. Grace. Jacob lui toucha l'épaule. Comment allons-nous nous battre? Je n'ai pas 5 000 $. Je n'ai même pas 500 $. Sa voix se brisa. J'ai survécu ici pendant 4 ans. 4 ans à construire quelque chose à partir de rien. Et maintenant, il va tout prendre. Non, il ne le fera pas. Tu ne peux pas l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Grace le regarda avec désespoir. C'est toujours comme ça, Jacob. Chaque fois que je commence à espérer, quelque chose vient tout détruire. Ma mère, mon père, William, et maintenant ça. Elle serra les papiers contre sa poitrine. Peut-être que la ville a raison. Peut-être que je suis maudite. Ne dis pas ça. Pourquoi pas? C'est vrai. Des larmes coulaient sur ses joues. Je n'aurais jamais dû te laisser rentrer. Je n'aurais jamais dû me laisser espérer. Maintenant, je vais tout perdre. Et toi et les garçons allez souffrir aussi. Et tout ça, c'est de ma faute. Parce que je veux des choses que je ne peux pas avoir. Grace, écoute-moi. Jacob prit son visage entre ses mains et la força à le regarder. Tu n'es pas maudite. Tu ne vas pas tout perdre et ce n'est pas ce de ta faute. Il essuya ses larmes avec ses pouces. Nous allons nous battre ensemble. Je ne sais pas encore comment, mais nous trouverons un moyen. C'est ce que font les gens qui s'aiment. Ils se battent l'un pour l'autre. Grace le fixa du regard. Tu as dit amour. Le cœur de Jacob s'arrêta. Il l'avait dit. Il ne l'avait pas voulu. Pas encore. Pas comme ça. Mais le mot lui avait échappé et il ne pouvait pas le retirer. Il ne voulait pas le retirer.
J'ai dit amour, admit-il doucement. Le pensais-tu vraiment? Jacob pensa à Sarah, à la vie qu'ils avaient construite ensemble, aux enfants qu'ils avaient élevés, à l'amour qu'il avait soutenu à travers toutes les épreuves. Il pensa à la promesse qu'il lui avait faite à la fin. Continuer à vivre, continuer à aimer, continuer à espérer, même lorsque l'espoir semblait impossible. Oui, dit-il, je le pensais. Grace l'embrassa. C'était soudain, féroce, désespéré. Ses mains agrippèrent son manteau, le tirant vers elle. Ses larmes mouillaient ses joues. Ses lèvres étaient froides, mais sa bouche était chaude. Et Jacob sentit quelque chose se briser en lui. Le dernier mur, la dernière défense. Et puis il n'y eut plus que la grâce dans ses bras, et l'espoir dans son cœur, et la certitude absolue qu'il se battrait pour cette femme jusqu'à son dernier souffle. Quand ils se séparèrent enfin, ils tremblaient tous les deux. « Je t'aime aussi, murmura Grace. Que Dieu me vienne en aide. Je t'aime aussi. » À l'intérieur de la cabane, 3 petits visages étaient collés à la fenêtre, les yeux écarquillés. Noah leva le poing en signe de triomphe. Eli sourit et Caleb hocha lentement la tête, satisfait. Leur famille était enfin réunie. Il ne leur restait plus qu'à se battre pour la garder. Le lendemain matin, Jacob se rendit en ville avant l'aube. Il avait besoin d'un avocat. Il avait besoin de quelqu'un qui connaissait le droit territorial, qui pouvait examiner les papiers de Silas Hoffman et trouver les failles dont Jacob était certain qu'elles existaient. Un homme comme Silas, venu de l'Est pour réclamer la dette d'un frère décédé. Il devait y avoir quelque chose qui clochait dans sa réclamation, quelque chose qui pouvait être contesté. Le cabinet d'avocats de Samuel Rogers se trouvait au bout de Main Street, dans un petit bâtiment avec une enseigne peinte qui avait connu des jours meilleurs. Rogers lui-même était âgé, avait les cheveux gris et portait des lunettes qui glissaient sans cesse sur son nez, mais son regard était perçant et sa réputation solide. M. Mercer Rogers leva les yeux de son bureau lorsque Jacob entra. « J'ai entendu dire que vous aviez fait beaucoup de bruit ces derniers temps en courtisant la veuve Hoffman. Les nouvelles vont vite. C'est toujours le cas dans une ville de cette taux. » Rogers lui indiqua une chaise. « Asseyez-vous. Dites-moi ce qui vous amène ici. » Jacob expliqua tout. La tempête de neige, Grace, la cour, et maintenant Silas Hoffman qui surgissait de nulle part avec des papiers affirmant que Grace lui devait 5 000 $. Rogers écouta sans l'interrompre, les doigts joints sous le menton. Lorsque Jacob eut terminé, l'avocat resta silencieux pendant un long moment. « Avez-vous les papiers? » Jacob les lui tendit. Rogers les étala sur son bureau, ajusta ses lunettes et les lut lentement et attentivement. « Ce sont des billets à ordre signés, » dit finalement Rogers, datés de 1876. La signature de William Hoffman a été certifiée par 2 hommes à Philadelphie. Il leva les yeux. Si ces documents sont authentiques, ils représentent une dette légitime. Jacob eut un pincement au cœur. Si elles sont authentiques, c'est le mot-clé, M. Mercer. Rogers tapota les papiers d'un air pensif. William Hoffman est mort en 1877. Il y a 4 ans. Pourquoi son frère aurait-il attendu 4 ans pour récupérer sa dette? Peut-être qu'il ne savait pas où se trouvait Grace. Ou peut-être qu'il attendait d'autre chose. Rogers se pencha en arrière. Vous avez dit que Silas avait mentionné le terrain. Il a dit qu'il pourrait avoir de la valeur. Il le regarda comme s'il était en train de calculer. Intéressant. Rogers retira ses lunettes et les nettoya sur sa manche. On parle depuis peu de l'extension d'une ligne de chemin de fer à travers ce territoire. Si cela se produit, la valeur des terrains augmenterait considérablement. Une propriété qui vaut quelques centaines de dollars aujourd'hui pourrait en valoir des milliers demain. Vous pensez que Silas est au courant pour le chemin de fer? Je pense qu'un homme ne parcourt pas 200 km pour récupérer une dette à moins de s'attendre à gagner plus que ce qui lui est dû. Rogers remit ses lunettes. Je vais devoir faire quelques recherches, contacter des collègues dans l'Est, vérifier si ces billets sont authentiques et s'il existe des circonstances qui pourraient les invalider. Combien de temps cela prendra-t-il? Des semaines, peut-être plus. Rogers leva la main alors que Jacob commençait à protester. « Je sais que ce n'est pas ce que vous voulez entendre, mais la justice est lente, Monsieur Mercer. Si nous précipitons les choses, nous risquons de passer à côté de quelque chose d'important. Silas lui a donné 30 jours, alors nous ferions mieux de travailler vite. »
Roger se leva et tendit la main. Je ferai tout mon possible, Monsieur Mercer. Grace Hoffman est une femme bien. Elle ne mérite pas de perdre sa maison au profit d'un vautour comme Silus. Jacob lui serra la main. Merci. Ne me remerciez pas encore. Nous n'avons encore rien gagné. Jacob retourna à son ranch, l'esprit en ébullition. Des semaines? Ils n'avaient peut-être pas des semaines. Silus Hoffman ne lui semblait pas être un homme patient, et 30 jours, ce n'était pas beaucoup pour monter une défense juridique. Il trouva Grace qui l'attendait chez lui lorsqu'il arriva. Les garçons étaient avec elle, rassemblés autour de la table de la cuisine, le visage inquiet. « Eh bien, dit Grace en se levant lorsqu'il entra. Qu'a dit l'avocat? Jacob lui raconta, voyant l'espoir vaciller et s'éteindre dans ses yeux, tandis qu'il lui expliquait ses recherches, le calendrier, l'incertitude. Alors, nous attendons, dit-elle d'un ton neutre. Nous attendons et espérons que quelqu'un à Philadelphie se souviendra de quelque chose qui pourrait nous aider. Ce n'est pas seulement attendre. Rogers est bon dans son travail. S'il y a quelque chose qui cloche dans ses notes, il le trouvera. Et s'il n'y a rien, si les notes sont légitimes... Jacob ne répondit pas. Il n'avait pas de réponse. Noah tira sur la manche de Grace. « Mademoiselle Grace, allez-vous perdre votre maison? » Grace s'agenouilla pour le regarder dans les yeux. « Je ne sais pas, mon chéri. Peut-être. Où vivras-tu si tu la perds? Je ne sais pas non plus. Tu pourrais vivre avec nous. » Le visage de Noah s'illumina. « C'est vrai, papa. Mademoiselle Grace pourrait vivre avec nous. » Caleb prit la parole avant que Jacob ne puisse le faire. « Ce n'est pas convenable, Noah. Mademoiselle Grace ne peut pas vivre avec nous à moins d'être mariée à papa. Alors papa devrait l'épouser tout de suite. Aujourd'hui, Noah, commença Jacob. Pourquoi pas? La voix du garçon s'éleva. Tu l'aimes, elle t'aime. Pourquoi faut-il attendre? La cuisine devint silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers Jacob. Il regarda Grace, son visage pâle, ses mains tremblantes, ses yeux qui reflétaient à la fois l'espoir et la peur. Il regarda ses fils, qui avaient trouvé en cette femme tout ce qui leur avait manqué pendant 2 ans. Il pensa à Sarah, à la promesse qu'il lui avait faite à son chevet, à la lettre qu'elle aurait écrite si elle en avait eu le temps. Vice Jacob, aime à nouveau, ne laisse pas le chagrin te voler ton avenir. Noah a raison, dit Jacob doucement. Grace cligna des yeux. Quoi? Il a raison. Nous nous courtisons depuis des semaines maintenant. J'ai clairement fait part de mes intentions à tout le monde en ville. La seule chose que nous n'avons pas encore faite, c'est fixer une date. Il s'approcha d'elle et lui prit les mains. Épouse-moi, Grace. Pas un jour, maintenant, avant que Silas ne te prenne autre chose. Jacob, ce n'est pas... Je ne peux pas te demander ça. Tu ne me le demandes pas. Je te le propose. Il lui serra les mains. Si nous nous marions, tes dettes deviendront les miennes. Tes problèmes deviendront les miens. Silas ne pourra pas te prendre tes terres sans passer par moi. Mais c'est justement pour ça que je ne peux pas dire oui. Grace retira ses mains. Je ne te laisserai pas te sacrifier pour moi. Ton ranch, tes économies, tout ce que tu as construit. Je ne peux pas te laisser risquer tout ça. Ce n'est pas un sacrifice. Si ça l'est, et je ne l'accepterai pas. Sa voix se brisa. Je t'aime trop pour te laisser te détruire en essayant de me sauver. Grace, la voix de Jacob était ferme. Regarde-moi. Elle le regarda. Tu te souviens de ce que j'ai dit lors de la soirée, que je voulais passer le reste de ma vie à découvrir si nous étions faits l'un pour l'autre? Il prit son visage entre ses mains. Je n'ai pas besoin du reste de ma vie. Je le sais déjà. C'est toi, Grace. Tu es toute pour moi. Et je préfère perdre tout mon argent plutôt que de te perdre. Des larmes coulaient sur ses joues. Tu ne sais pas ce que tu dis. Je sais exactement ce que je dis. Je dis que l'argent peut être regagné. La terre peut être rachetée. Mais tu es unique. Et je ne laisserai pas un vautour de l'Est m'enlever. Il essuya ses larmes avec ses pouces. Épouse-moi, Grace. Laisse-moi me battre pour toi. Laisse-moi me battre avec toi. Laisse-moi être ta famille. Grace tremblait. Ses yeux scrutaient son visage à la recherche d'un doute, d'une hésitation, d'un signe quelconque qu'il pourrait regretter cela plus tard. Elle n'en trouva aucun. « Oui, murmura-t-elle. Oui, oui, Jacob Mercer, je t'épouserai. » Noah poussa un cri si fort que Grace sursauta. Eli esquissa un sourire rare et radieux. Caleb acquiesça solennellement, mais ses yeux brillaient. « Quand? » demanda Caleb. Jacob regarda Grace. « Dimanche, ça te va? » « Dimanche, c'est dans 3 jours. Je sais.
C'est trop tôt? Grace eut un petit rire brisé. Après tout ce que nous avons traversé, rien n'est trop tôt. Le mariage fut petit, simple, parfait. Le révérend Whitmore célébra la cérémonie dans la petite église en présence d'une poignée de témoins. Gus Porter fut le témoin de Jacob. Son visage buriné s'illumina d'un large sourire. Madame Patterson fut la demoiselle d'honneur de Grace, déclarant que quelqu'un devait représenter les femmes de la ville qui n'étaient pas étroites d'esprit et trop occupées. Les garçons se tenaient à l'avant, propres et bien coiffés, vêtus de leurs plus beaux habits. Noah tenait les alliances, de simples bagues en argent que Jacob avait achetées la veille au magasin général. Eli se tenait droit et solennel. Caleb observait tout avec une attention intense, comme s'il voulait mémoriser ce moment. Mes chers amis, commença le révérend Whitmore, nous sommes réunis ici pour assister à l'union de Jacob Mercer et Grace Hoffman par les liens sacrés du mariage. Jacob entendait à peine les mots. Il était trop concentré sur Grace, avec ses cheveux noirs relevés et ornés de petites fleurs blanches, sa robe bleue et le col en dentelle sur ses mains, qui tremblaient légèrement dans les siennes. Jacob Cole Mercer, acceptez-vous de prendre cette femme pour épouse, pour l'aimer et la chérir à partir de ce jour, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare, oui. Et toi, Grace Eleanor Hoffman, acceptes-tu de prendre cet homme pour époux, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? La voix de Grace était ferme. Oui. Par le pouvoir qui m'est conféré par le territoire du Colorado, je vous déclare mari et femme. Le révérend Whitmore sourit. Vous pouvez embrasser la mariée. Jacob attira Grace vers lui et l'embrassa, d'abord doucement, puis plus profondément, mettant tout ce qu'il ressentait dans ce moment. Amour, soulagement, espoir, gratitude. Noah eut un haut le cœur. C'est dégoûtant, dit Eli en lui donnant un coup de coude. Caleb cacha un sourire. Quand ils se séparèrent enfin, Grace riait et pleurait en même temps. Nous sommes mariés, dit-elle comme pour tester ses mots. Nous sommes mariés. Je m'appelle Grace Mercer maintenant. C'est toi. Jacob repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille. Comment te sens-tu? Terrifiée. Elle sourit à travers ses larmes. Et merveilleusement bien. Le petit groupe se retira au ranch de Jacob, leur ranch désormais, pour une modeste célébration. Madame Patterson avait apporté un gâteau, Gus avait apporté du whisky, les garçons avaient décoré la cuisine avec des branches de pin et des rubans. À Jacob et Grace, dit Gus en levant son verre, que vos problèmes soient rares et vos bénédictions nombreuses. À Jacob et Grace, répétèrent les autres. Jacob regarda les visages rassemblés dans sa cuisine. Il regarda Gus, qui avait été son ami et son mentor pendant les années les plus difficiles, Madame Patterson, qui lui avait apporté des repas et de la gentillesse alors qu'il était submergé par le chagrin, le révérend Whitmore, qui comprenait la perte comme peu d'autres pouvaient le faire, et ses garçons, ses fils, qui avaient trouvé en Grace quelque chose qui leur manquait depuis 2 ans. L'amour d'une mère, la tendresse d'une femme, le sentiment d'avoir un foyer. Merci, dit Jacob d'une voix rauque. Merci à vous tous d'être là, de nous soutenir. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, dit Gus. Maintenant, arrêtez les discours et coupez ce gâteau avant que Noah n'explose. La fête dura jusqu'au soir. Lorsque les invités finirent par partir, Jacob et Grace se tinrent sous le porche, regardant les étoiles apparaître une à une. C'est fait, dit Grace doucement. Nous sommes vraiment mariés. Oui. Et maintenant, nous allons affronter Silas ensemble. Ensemble. Jacob la serra contre lui. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Ils restèrent silencieux un moment, enlacés, regardant la nuit s'épaissir. Jacob, oui. Merci de t'être battu pour moi, d'avoir cru en moi alors que j'avais cessé de croire en moi-même. C'est ce que fait une famille. Il embrassa le sommet de sa tête. Maintenant, rentrons. Il fait froid et nos 3 garçons sont probablement en train de finir le gâteau. Grace rit. Tu as probablement raison. Ils rentrèrent ensemble, fermant la porte au froid, l'ouvrant à la chaleur de leur nouvelle vie. Silas Hoffman revint 6 jours plus tard. Cette fois-ci, il ne s'embarrassa pas de politesse. Il arriva au ranch comme s'il en était le propriétaire, descendit de son chariot
et se tint dans la cour, les mains sur les hanches. Monsieur Mercer, ou devrais-je dire Monsieur et Madame Mercer. Son sourire était froid. J'ai entendu parler de votre petit mariage. Très astucieux. Jacob s'avança sur le porche, se plaçant entre Silas et la maison. Que voulez-vous? Ce que j'ai toujours voulu. Ce qui m'est dû. Silas sortit une nouvelle série de documents. J'ai demandé à mon avocat d'examiner la situation. Il semble que le mariage ne change rien. La dette a été contractée avant le premier mariage de votre femme, ce qui signifie qu'elle lui reste due, indépendamment de ses unions ultérieures. Ce n'est pas ce que dit mon avocat. Ton avocat est un idiot de petite ville. Le regard de Silas se durcit. J'en ai assez de jouer, Mercer. Je veux mon argent, la totalité des 5 000 $. Sinon, je prendrai les terrains, les 2 propriétés, maintenant que tu les as si gentiment fusionnés. Sors de ma propriété. Pas avant d'avoir une réponse. La porte s'ouvrit derrière Jacob. Grace sortit, le visage pâle, mais déterminé. J'ai une réponse pour vous, Silas. Il se tourna vers elle avec une courtoisie feinte. Madame Mercer, comme c'est charmant. Éclairez-moi, je vous prie. J'ai parlé à William avant sa mort. Il m'a parlé de l'argent qu'il vous avait emprunté. La voix de Grace était ferme. Il m'a aussi dit pourquoi il en avait besoin. Pourquoi il était si désespéré de faire réussir la mine. Quelque chose vacilla dans les yeux de Silas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Il m'a tout raconté au sujet du partenariat dans lequel vous l'avez forcé à s'engager. Comment vous avez menacé de révéler ses dettes s'il ne vous donnait pas une participation majoritaire? Comment vous avez saboté la mine lorsqu'il a essayé de vous racheter? C'est un mensonge. Vraiment? Grace s'avança, haussant le ton. Tu ne voulais pas d'argent, Silas. Tu voulais le détruire. Tu voulais tout ce qu'il avait. Et quand la mine s'est effondrée et l'a tué, tu étais heureux parce que cela signifiait que tu pouvais t'en prendre à moi à la place. Tu ne peux rien prouver. Peut-être pas. Mais je peux le dire à tous ceux qui veulent bien m'écouter. Aux journaux, aux investisseurs ferroviaires, à tous ceux qui s'intéressent à cette terre que tu es si impatient de voler. Les yeux de Grace brillaient. Tu crois que je suis resté seul dans cette cabane pendant 4 ans à ne rien faire? J'ai écrit des lettres, rassemblé des preuves, parlé à des gens qui connaissaient William, qui te connaissaient, qui savent exactement quel genre d'homme tu es. Le visage de Silas devint livide. Tu bluffes. Vraiment? Grace fouilla dans la poche de son tablier et en sortit une lettre pliée. LS de James Hartwell. Il était le superviseur de la mine, veuillez. Il est prêt à témoigner que vous l'avez payé pour falsifier les rapports de sécurité, que l'effondrement n'était pas un accident, que vous avez assassiné mon mari. Le silence s'abattit sur la cour. Jacob fixa Grace du regard. Il n'en avait aucune idée qu'elle avait rassemblé des preuves, monté un dossier, préparé un combat qu'elle avait toujours su inévitable. La voix de Silas était étranglée. Cette lettre est un faux. Alors vérifions-le devant un juge et un jury. Grace s'approcha, baissant la voix. Ou bien vous pouvez prendre vos papiers, vos menaces et vos mensonges, retourner à Philadelphie et prier pour que je ne décide pas d'aller plus loin. Silas serra les poings. Il serra les mâchoires. Pendant un long moment, Jacob crut que l'homme allait exploser. Puis, lentement, la combativité le quitta. Ce n'est pas fini, dit-il, mais sa voix avait perdu de son mordant. Si, c'est fini. La voix de Grace était froide. C'est fini depuis le jour où William est mort. Tu ne le savais pas encore, c'est tout. Silas se retourna et remonta dans son chariot. Il ne les regarda pas en s'éloignant. Ses épaules étaient voûtées, son visage caché. Quand il fut hors de vue, Grace perdit son sang-froid. Elle vacilla et Jacob la rattrapa et la serra fort dans ses bras. « C'est vrai, demanda-t-il doucement, ce que tu as dit à propos des lettres, des preuves, une partie. » La voix de Grace était étouffée contre sa poitrine. « James Hartwell existe vraiment. Il m'a écrit, mais la lettre ne dit rien à propos de Silas qui l'aurait payé. Elle dit juste qu'il est désolé, qu'il aurait dû faire plus pour empêcher l'effondrement. Alors tu bluffais, je me battais. » Grace leva les yeux vers lui avec les seules armes dont je disposais. Jacob sourit lentement. « Rappelle-moi de ne jamais jouer au poker avec toi. Je te le rappellerai tous les jours pour le reste de notre vie. » Depuis la fenêtre, 3 visages observaient la scène. Noah arborait un large sourire. Eli semblait soulagé.
Caleb hocha une fois la tête en signe de respect. Le méchant est parti, demanda Noah à travers la vitre. Le méchant est parti, confirma Jacob. Pour toujours. Grace serra Jacob dans ses bras. Pour toujours, ils entrèrent ensemble, leur famille au complet, leur foyer en sécurité, leur avenir s'étendant devant eux comme le ciel du Colorado, vaste, lumineux et plein de possibilités. Cette nuit-là, après que les garçons se furent endormis, Jacob et Grace s'assirent près du feu. Le même feu qui avait brûlé dans sa cabane la veille de Noël. La même chaleur qui avait sauvé la vie de ses fils. Mais maintenant, c'était leur feu, dans leur maison, dans leur vie commune. J'aurais dû te le dire, dit Grace doucement. À propos des lettres, à propos de ce que je savais, pourquoi ne l'as-tu pas fait? Je n'étais pas sûr que cela ait de l'importance, et je ne voulais pas te donner de faux espoirs. Elle fixait les flammes. J'ai appris à ne pas espérer, Jacob, à ne pas m'attendre à ce que les choses s'arrangent, car d'après mon expérience, ce n'est généralement pas le cas. Cette fois-ci, ça s'est arrangé. Cette fois-ci. Elle le regarda. Mais quand sera-t-il la prochaine fois? Que se passera-t-il lorsque la prochaine crise surviendra? Lorsque la prochaine menace apparaîtra, lorsque la vie décidera de nous enlever autre chose? Jacob lui prit la main et entrelaça ses doigts avec les siens. Je ne sais pas, dit-il honnêtement. Je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne sais pas quel défi nous allons devoir relever, mais je sais une chose. Il serra sa main. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. Toi, moi et les garçons. C'est ça, la famille. Les yeux de Grace brillaient à la lueur du feu. Je n'ai jamais eu de famille, murmura-t-elle. Pas vraiment. Ma mère est morte quand j'étais petite. Mon père était distant. William a essayé, mais nous n'avons jamais eu assez de temps. Tu en as une maintenant. Je sais. Une larme coula sur sa joue, et cela me terrifie, car maintenant j'ai quelque chose à perdre. C'est le prix de l'amour. Jacob essuya sa larme. Il faut être prêt à perdre ce que l'on a gagné. Sinon, on ne l'a jamais vraiment eu. Grace se blottit contre lui, la tête sur son épaule, la main dans la sienne. Je t'aime, Jacob Mercer. Je t'aime aussi, Grace Mercer. Ils s'assirent ensemble à la lueur du feu, regardant les flammes danser, écoutant le vent souffler autour de la maison, et pour la première fois en 4 ans, Grace Mercer crut que l'espoir était possible. Le printemps arriva lentement dans les montagnes du Colorado. La neige commença à fondre par endroits, révélant la terre brune qui avait été cachée pendant des mois. Le ruisseau derrière la maison du ranch se remit à couler, son murmure constant accompagnant les bruits de la vie quotidienne. Les oiseaux revinrent, remplissant les matins de chant qui avaient disparu depuis l'automne. Et Grace Mercer, qui avait survécu seule à 4 hivers, qui avait sculpté des oiseaux pour marquer les saisons solitaires, qui avait cru qu'elle n'aurait jamais de famille à elle. Grace Mercer découvrit quelque chose qui changea tout. Elle le sut avant d'en être certaine. Elle le sut à la façon dont son corps se sentait différent, plus lourd, plus vivant. Elle le sut à travers les nausées matinales qui survenaient sans prévenir, à travers la fatigue qui l'accablait l'après-midi. Dans les envies étranges qui lui donnaient envie de cornichons et de miel ensemble, mais elle ne l'a pas dit à Jacob. Pas au début, car l'espoir était dangereux et elle avait appris depuis longtemps à ne pas s'y fier. 3 ans de mariage avec William. 3 ans à essayer, à prier, à attendre un bébé qui n'arrivait jamais. Les médecins de Philadelphie avaient été clairs. Quelque chose n'allait pas chez elle. Quelque chose était cassé à l'intérieur et ne pouvait être réparé. Elle ne serait jamais mère, elle devait l'accepter, et elle l'avait accepté. Elle avait construit une vie autour de cette acceptation. Elle avait trouvé d'autres moyens de combler le vide. Enseigner, soigner, sculpter des oiseaux dans le bois pour occuper ses mains au lieu de les tendre vers les enfants qu'elle ne tiendrait jamais dans ses bras. Mais maintenant, ici dans cette maison avec Jacob et ses garçons, son corps lui disait autre chose, quelque chose d'impossible. Elle attendit 2 semaines avant d'aller voir le Dr. Mitchell en ville. Il était vieux, expérimenté, peu enclin à donner de faux espoirs ou à rassurer facilement. Si quelqu'un pouvait lui dire la vérité, c'était bien lui. Eh bien, Madame Mercer, dit-il après l'examen, en retirant ses lunettes et en les nettoyant lentement. J'exerce la médecine depuis 35 ans, et pendant tout ce temps, j'ai appris une chose avec certitude. Grace retint son souffle. Le corps humain a le don de nous surprendre.
Il sourit gentiment. Vous êtes enceinte, ma chère. D'environ 2 mois, d'après mes estimations. La pièce se mit à tourner. Grace agrippa le bord de la table d'examen, les jointures blanchies. Ce n'est pas possible. Et pourtant, nous y voilà. Le docteur Mitchell lui tapota la main. Je connais votre histoire. Je sais ce que les médecins de l'Est vous ont dit. Mais le corps change, Madame Mercer. Les circonstances changent. Vous avez subi un stress énorme ces dernières années. Parfois, lorsque ce stress disparaît, lorsqu'une personne se sent enfin en sécurité et aimée, il haussa les épaules. Des miracles se produisent. Un bébé, murmura Grace. Un bébé. Le docteur Mitchell plissa les yeux. Je vous suggère d'en parler à votre mari le plus tôt possible. Cet homme a déjà suffisamment souffert. Il mérite une bonne nouvelle. Grace rentra chez elle quelques jours plus tard. Le cheval connaissait le chemin, ce qui était une chance, car Grace n'aurait pas su le diriger même si sa vie en dépendait. Son esprit était trop occupé, trop encombré de pensées, de craintes et d'espoir qu'elle avait enfoui si profondément qu'elle en avait oublié l'existence. Un bébé. Son bébé. Le sien. Et celui de Jacob. Elle s'arrêta devant la maison au moment où les garçons accoururent à sa rencontre. Noah la rejoignit le premier, saisissant la bride du cheval avec une aisance acquise par l'habitude. « Maman Grace, tu étais partie pour toujours. Maman Grace. » Il avait commencé à l'appeler ainsi 2 semaines après le mariage, et chaque fois qu'il le disait, son cœur se brisait un peu plus. « Désolé, mon chéri, j'avais une course à faire en ville. »« Quel genre de course ?» demanda Eli d'une voix calme, ses yeux perçants fixés sur son visage. « Je te le dirai plus tard. Où est ton père? » Dans la grange, un des chevaux a perdu un fer. Grace tendit l'appel à Noah et se dirigea vers la grange, les jambes lui donnant l'impression d'appartenir à quelqu'un d'autre. Les portes étaient ouvertes, laissant entrer la lumière du soleil printanier. Jacob se tenait à l'intérieur, penché sur le sabot d'un cheval, un marteau à la main. « Jacob ?» Il leva les yeux et son visage s'illumina d'un sourire qu'il réservait uniquement à elle. Ce sourire qui lui donnait l'impression d'être la chose la plus précieuse au monde pour lui. « Tu es de retour. Comment était la ville? J'ai quelque chose à te dire. » Son sourire s'estompa. Il posa le marteau, s'essuya les mains sur son pantalon et s'approcha d'elle, l'air inquiet. « Qu'y a-t-il? C'est Silas? Il est revenu. »« Non, tout va bien. Tout va très bien. » Grace prit ses mains dans les siennes. « Jacob, je suis allé voir le docteur Mitchell aujourd'hui. Tu es malade? »« Non. Alors pourquoi? Je suis enceinte. » Le mot resta suspendu dans l'air entre eux. Jacob la fixa, le visage vide, sans comprendre. « Tu es... » Il s'interrompit, il déglutit. « Tu es enceinte. Le docteur Mitchell l'a confirmé. Tu en es à environ 2 mois. Mais tu as dit que les médecins de Philadelphie... Tu m'as dit que tu ne pouvais pas. Je sais ce que j'ai dit. Je sais ce qu'ils m'ont dit. » La voix de Grace se brisa. « Mais c'est en train d'arriver, Jacob. Nous allons avoir un bébé. » Jacob serra ses mains dans les siennes, les yeux remplis de larmes, ce qu'elle avait rarement vu chez cet homme fort et stoïque. « Un bébé, » murmura-t-il. « Notre bébé. » Il la serra dans ses bras, si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Elle sentit ses épaules trembler, sentit ses larmes mouiller ses cheveux, sentit toutes ces années de chagrin, de perte et de peur enfin se libérer. « Merci, dit-il d'une voix rauque. Merci, merci, merci. Je n'ai rien fait. C'est toi qui as tout fait. Tu es entré dans ma vie alors que j'étais prêt à abandonner. Tu as sauvé mes garçons. Tu m'as sauvé. » Il s'écarta pour regarder son visage, les yeux brillants. « Et maintenant, tu m'offres cela, un enfant, notre enfant. » Grace toucha son visage, suivit les rides que le chagrin y avait creusées, les rides qui s'adoucissaient peu à peu sous l'effet de la joie. « J'ai peur, admit-elle. Je suis terrifiée. Et si quelque chose tournait mal? Et si tout se passait bien? Tu ne peux pas le savoir. Non, je ne peux pas. » Jacob embrassa son front. « Mais je sais que quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. C'est ce que tu m'as appris, Grace. C'est ce que cette famille m'a appris. Nous ne faisons plus face à quoi que ce soit seuls. » Ils l'annoncèrent aux garçons pendant le dîner ce soir-là. La réaction de Noah fut immédiate et explosive. Il bondit de sa chaise, renversant presque son verre de lait, et se mit à danser dans la cuisine en criant « Un bébé, un bébé! Je vais être grand frère! » « Tu es déjà grand frère, fit remarquer Caleb. « Un grand frère, le plus grand frère. »
Noah attrapa les mains d'Ellie et l'entraîna dans une danse improvisée. Nous allons avoir un bébé. La réaction d'Ellie fut plus calme, mais tout aussi profonde. Son visage sérieux s'adoucit pour laisser place à quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. Un vrai bébé, comme notre bébé, un membre de notre famille. Un membre de notre famille, Grace confirma. Ce sera un garçon ou une fille. Nous ne le saurons qu'à la naissance. J'espère que ce sera une fille, dit Eli pensivement. Il y a trop de garçons dans cette maison. Caleb était resté silencieux, observant la fête avec une expression que Grace n'arrivait pas tout à fait à déchiffrer. Elle croisa son regard à travers la table. « Caleb, ça va? » Le garçon resta silencieux pendant un moment, puis répondit lentement. Maman aurait été heureuse. La cuisine devint silencieuse. Noah arrêta de danser. Eli baissa les yeux vers ses pieds. « Ta maman vous aimait tous plus que tout au monde, » dit Grace doucement. « Et je sais qu'elle veille sur nous en ce moment même. Heureuse que tu aies à nouveau une famille. Heureuse que tu aies quelqu'un pour prendre soin de toi. Tu ne la remplaces pas, dit Caleb. Et ce n'était pas une accusation, c'était une prise de conscience. Tu ne fais que poursuivre ce qu'elle a commencé. C'est tout à fait vrai. Grace tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. Je n'essaierai jamais de remplacer ta maman. Elle était ta mère avant tout, et elle le restera toujours. Mais j'espère pouvoir être quelque chose pour toi aussi, quelque chose de différent, mais tout aussi important. Caleb serra sa main plus fort. Tu l'es déjà. Les mois passèrent rapidement après cela. Le printemps laissa place à l'été, et le ventre de Grace s'arrondit avec le bébé qu'elle portait. Elle continua son travail de guérison. Même si elle devait s'asseoir plus souvent et ne pouvait plus aller aussi loin à cheval. Les garçons prirent en charge des tâches supplémentaires sans qu'on leur demande, voulant l'aider, voulant se rendre utile. Jacob la surveillait comme un faucon, ce qu'elle trouvait à la fois touchant et irritant. « Je suis enceinte, je ne suis pas en train de mourir, » lui dit-elle un après-midi, alors qu'il essayait de l'empêcher d'étendre le linge. « Tu ne devrais pas soulever de choses lourdes. Les chemises mouillées ne sont pas lourdes. Le panier est lourd. Jacob Cole Mercer, si tu ne me laisses pas faire quelque chose d'utile, je vais devenir folle. » Il a alors renoncé. Dans l'ensemble, l'attitude des habitantes de la ville avait changé depuis le mariage. Madame Holloway regardait toujours Grace d'un œil désapprobateur, mais elle gardait ses commentaires pour elle. Les autres s'étaient considérablement adoucis, surtout après que la nouvelle de la façon dont Grace avait tenu tête à Silas Hoffman s'était répandue. « Il faut du courage pour tenir tête à un homme comme lui », avait déclaré le vieux gosse lors d'une de ses visites. « Il faut à la fois du courage et de l'intelligence. Cela me rappelle ma chère Annie. Paix à son âme. Elle aurait fait la même chose. J'ai juste fait ce que je devais faire. » C'est ça le courage, Madame Mercer. Faire ce que vous devez faire, même quand vous avez peur. L'automne arriva et le bébé continuait de grandir, de donner des coups de pied, se faisant désormais remarquer au milieu de la nuit, alors que Grace essayait de dormir. Une petite chose très active. Jacob posa sa main sur son ventre, sentant les mouvements. « Il tient de toi. » « Moi, je ne suis pas active. Tu n'arrêtes jamais de bouger. Tu répares toujours quelque chose, tu construis quelque chose, tu vérifies quelque chose. C'est juste le travail. C'est qui tu es. » Grace posa sa main sur la sienne. « J'espère que le bébé aura ton éthique de travail et ton entêtement. » « Mon entêtement. Tu ne serais pas revenu pour moi si tu n'étais pas têtu. Tu t'en serais dissuadé toi-même. » Jacob sourit. « Peut-être. Ou peut-être que j'ai simplement su reconnaître une bonne chose quand je l'ai vue. Flatteur, disciple de la vérité. La première neige de l'hiver tomba le 15 novembre. Légère et poudreuse, elle recouvrit le ranch d'un manteau blanc. Grace se tenait à la fenêtre, la main posée sur son ventre gonflé, regardant la neige tomber. « C'est presque l'heure, » murmura-t-elle. Le docteur Mitchell avait estimé que le bébé naîtrait fin novembre ou début décembre. Il s'était préparé autant que possible. Un berceau que Jacob avait construit lui-même, des couvertures que Mme Patterson avait tricotées, de minuscules vêtements qui étaient apparus mystérieusement sur leur porche, des cadeaux de voisins qui avaient finalement accepté Grace comme l'une des leurs. « Tu n'as pas peur ?» demanda Jacob en s'approchant derrière elle. « Je suis terrifié, » admit Grace, mais pas à cause de l'accouchement. J'ai aidé à mettre au monde des dizaines de bébés. Je sais à quoi m'attendre. »« Alors quoi? J'ai peur d'être mère. » Elle se tourna vers lui. « Je m'occupe de tes garçons depuis près d'1 an maintenant, mais c'est différent.
Ce bébé sera le mien dès le début. Et si je me trompais? Et si je faisais des erreurs? Tu feras des erreurs. Tous les parents en font. Ce n'est pas rassurant. C'est honnête. Jacob la serra contre lui en prenant soin de son ventre. Grace, tu es déjà une mère merveilleuse pour mes garçons. Tu es leur mère depuis le jour où nous sommes tombés par hasard sur ta cabane. Ce bébé ne fera que recevoir davantage de ce que tu leur as déjà donné. Et si ce n'était pas suffisant, ce sera suffisant. Plus que suffisant. Il embrassa son front. Parce que tu es suffisante, Grace. Tu l'as toujours été. La seule à ne pas se savoir, c'était toi. Le travail commença le 23 décembre, 2 jours avant Noël. Grace se réveilla dans la nuit avec des crampes qu'elle reconnut immédiatement. Elle resta immobile un instant, respirant profondément, comptant les secondes jusqu'à ce que la douleur passe. Jacob. Il se réveilla instantanément. Des années passées à s'occuper du ranch l'avaient entraîné à réagir au moindre bruit dans la nuit. Qu'y a-t-il? C'est l'heure. Les heures suivantes se sont confondues. Jacob a envoyé Caleb chercher le Dr. Mitchell, puis a fait les 100 pas dans la cuisine pendant que Mme Patterson, arrivée dès qu'elle a été prévenue, prenait les choses en main dans la salle d'accouchement. Les hommes ne sont pas faits pour voir ça, a déclaré la vieille femme en poussant Jacob hors de la pièce. Vous ne feriez que gêner. Mais je devrais être avec elle. Tu devrais être avec tes garçons, les calmer et les empêcher de te gêner. Va. Les garçons se blottirent près du feu, le visage pâle d'inquiétude. Noah serrait dans sa main la pierre de rivière de sa mère, celle que Grace lui avait rendue après le mariage. Eli était assis, immobile, les yeux fixés sur la porte fermée de la chambre. Caleb se tenait près de la fenêtre, regardant la neige tomber, la mâchoire serrée. « Est-ce que maman Grace va s'en sortir? » murmura Noah. « Elle va s'en sortir, » répondit Jacob avec plus d'assurance qu'il n'en ressentait réellement. « Maman est morte en accouchant. » Ces mots frappèrent Jacob comme un coup physique. Il s'agenouilla à côté de son plus jeune fils et lui prit les mains. « Je sais, mon fils, je sais que tu as peur, mais Grace est forte. Elle sait ce qu'elle fait, et le Dr. Mitchell est l'un des meilleurs médecins de la région. Mais si jamais, pas de si jamais, la voix de Jacob était ferme. Nous allons penser à des choses positives, prier et avoir confiance que tout ira bien. Tu peux faire ça pour moi, Noah acquiesça, le menton tremblant. C'est mon garçon. Les heures s'écoulèrent. L'aube arriva, grise et froide. La neige continuait de tomber à l'intérieur de la chambre. Grace poussait des cris étouffés par les murs épais, mais suffisamment audibles pour que Jacob serre les poings d'impuissance. Finalement, juste au moment où le soleil perçait les nuages, un autre son emplit la maison. Les cris d'un bébé, fort, clair et indéniablement vivant. La porte de la chambre s'ouvrit. Madame Patterson apparut, le visage épuisé mais rayonnant. « C'est une fille, » annonça-t-elle. « Une magnifique petite fille en bonne santé. » Jacob la poussa avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit d'autre. Grace était allongée dans le lit, pâle et trempée de sueur, mais ses yeux étaient brillants et dans ses bras. Dans ses bras se trouvait la plus belle chose que Jacob ait jamais vue. Un petit visage, rouge, ridé et parfait. 10 doigts, 10 orteils, une chevelure brune comme celle de sa mère. Les yeux fermés contre ce nouveau monde lumineux. « Dis bonjour à ta fille, » murmura Grace. Jacob s'approcha lentement du lit, craignant de respirer, craignant que s'il bougeait trop vite, ce miracle ne s'évanouisse. Il s'assit sur le bord du lit, tendit la main avec des doigts tremblants et toucha la joue du bébé. « C'est douce, incroyablement douce. »« Elle est réelle, dit-il. Elle est réelle. Nous l'avons faite, toi et moi. Nous avons fait cela. Nous l'avons fait. » Le sourire de Grace était radieux malgré son épuisement. Comment allons-nous l'appeler? Jacob regarda sa fille, cette petite personne qui était moitié lui, moitié Grace, et entièrement elle-même. Il pensa à Sarah, à l'amour qu'ils avaient partagé, à la lettre qu'elle lui avait laissée. « Vis, Jacob, aime à nouveau. Ne laisse pas le chagrin te voler ton avenir. »« Sarah, dit-il doucement, Sarah Grace Mercer, d'après sa mère et son... » Il s'interrompit et se corrigea. D'après sa mère, les yeux de Grace se remplirent de larmes. « C'est parfait. » La porte s'ouvrit en grinçant. 3 petits visages apparurent. « On peut voir? » La voix de Noah n'était qu'un murmure. « Entrez, dit Grace.
Venez rencontrer votre sœur. Les garçons s'approchèrent du lit avec précaution, comme s'ils avaient une peur que le bébé ne se casse. Noah se mit sur la pointe des pieds pour voir sous la couverture. Eli se pencha, son visage sérieux s'adoucissant d'émerveillement. Caleb resta en retrait, mais ses yeux ne quittaient pas le petit paquet. « Elle est si petite, souffla Noah. « Tous les bébés sont petits, dit Eli, mais elle est vraiment petite, comme un chaton. Elle va grandir. » Grace déplaça le bébé pour que les garçons puissent mieux le voir. « Tu veux la prendre dans tes bras? » Eh bien, les yeux de Noah s'écarquillèrent. « Je peux m'asseoir d'abord et faire très attention. » Noah grimpa sur le lit et s'installa avec une prudence exagérée. Grace plaça le bébé dans ses bras et lui montra comment soutenir sa tête. Pendant un instant, le petit garçon se contenta de regarder sa nouvelle sœur. Puis son visage s'illumina du sourire le plus radieux que Jacob ait jamais vu. « Bonjour, Sarah, » murmura Noah. « Je suis ton frère, Noah. Et voici Eli, et voici Caleb, et voici papa, et voici maman Grace, qui est ta vraie maman, mais c'est aussi notre maman maintenant, et nous sommes ta famille, et nous allons prendre soin de toi pour toujours. » Les yeux du bébé s'ouvrirent, juste une seconde, juste assez longtemps pour regarder le petit garçon qui la tenait dans ses bras. Puis elle les referma et se rendormit. Le lendemain, c'était la veille de Noël. Ils se réunirent tous les 6 dans la pièce principale. Alors que la neige tombait doucement dehors, le feu crépitait dans la cheminée et des bougies brûlaient sur le manteau. Un petit sapin se dressait dans un coin, décoré de rubans et d'oiseaux sculptés que Grace avait rapportés de son ancienne cabane. La petite Sarah dormait dans les bras de son père, heureuse et au chaud. « Il y a 1 an ce soir, » dit Jacob doucement, « j'ai conduit ma charrette dans une tempête de neige. J'essayais d'échapper à Noël, de fuir les souvenirs de ta maman, la maison vide, le chagrin qui nous étouffait tous. Les garçons écoutaient, le visage solennel. Ma charrette est tombée en panne. Nous avons failli mourir de froid. Puis Noah a vu une lumière. Noah a souri. Je me souviens que cette lumière nous a conduites vers la grâce. Et la grâce nous a sauvés non seulement du froid, mais aussi de nous-mêmes, du chagrin qui nous rongeait vivants. » Jacob regarda sa femme, la femme qui lui avait tout donné. « Je ne le savais pas à l'époque, mais cette tempête de neige a été la meilleure chose qui nous soit arrivée. Parce qu'elle nous a amenés à Mama Grace, a dit Eli. Parce qu'elle nous est ramenés à la maison, a corrigé Caleb doucement. Les deux a acquiescé Jacob. Elle nous a amenés à Mama Grace. Et Mama Grace nous a ramenés à la maison. Pas cette maison. La maison n'est pas un bâtiment. La maison, ce sont les gens que vous aimez, la famille que vous choisissez, la vie que vous construisez ensemble. » Grace s'est penchée et lui a pris la main. La petite Sarah s'agita brièvement, puis se calma. « Je veux aussi dire quelque chose, » dit Grace. Tout le monde la regarda. « Il y a 1 an, j'étais seul. J'étais seul depuis 4 ans, et je m'étais résigné à cette situation. J'avais cessé d'espérer que les choses changent. J'avais cessé de croire que la vie pouvait être autre chose qu'une simple survie. » Sa voix tremblait légèrement. Puis un homme et 3 garçons sont sortis en titubant d'une tempête de neige et tout a changé. Elle a regardé chacun des garçons à tour de rôle. Noah, brillant, aimant et plein de joie. Eli, calme, observateur et profondément gentil. Caleb, sérieux, protecteur et plus sage que son âge. Vous n'avez pas seulement sauvé ma vie cette nuit-là. Vous avez sauvé mon cœur. Vous m'avez montré que la famille n'est pas quelque chose dans laquelle on est. C'est quelque chose que l'on construit, que l'on choisit, pour lequel on se bat. Elle serra la main de Jacob. Je vous ai choisi, vous tous, et je continuerai à vous choisir chaque jour pour le reste de ma vie. Nous vous choisissons aussi, maman Grace, dit Noah. Nous te choisissons, répéta Eli. Caleb acquiesça, pour toujours. La petite Sarah ouvrit les yeux, regarda la famille réunie près du feu et émit un petit son qui pouvait être interprété comme un signe d'approbation. Pour toujours, répéta Jacob. Dehors, la neige continuait de tomber. À l'intérieur, le feu brûlait, diffusant une chaleur et une lumière réconfortantes, et une famille qui s'était retrouvée dans une tempête de neige, forgée par le chagrin, l'espoir et le courage, était assise ensemble le soir de Noël, guérie et reconnaissante au-delà de toute mesure. La lampe brûlait toujours à la fenêtre, non plus pour survivre, ni pour guider les voyageurs égarés. Elle brûlait comme une promesse. La promesse que, quelle que soit la violence de la tempête,
Quelle que soit la froideur de la nuit, quel que soit le chagrin de ceux qui cherchaient refuge, cette famille aurait toujours une lumière pour la guider vers son foyer. Jacob regarda Grace, ses fils, le bébé dans ses bras, la vie qu'ils avaient construite à partir des cendres de la perte et des fragments d'espoir. Il pensa à Sarah, sa première femme, qu'il avait aimée suffisamment pour le laisser partir, qui avait su, même en mourant, qu'il aurait besoin de sa permission pour revivre. Il espérait qu'elle pouvait les voir maintenant. Non. Il espérait qu'elle savait que ses garçons étaient heureux, que son mari avait retrouvé l'amour, que la famille qu'elle avait fondée était devenue quelque chose de beau et de fort. Joyeux Noël, dit-il doucement. Joyeux Noël, répéta Grace. Joyeux Noël, chantèrent les garçons en chœur. Et la petite Sarah, comme si elle comprenait que ce moment méritait d'être immortalisé, ouvrit les yeux et sourit. C'était son premier sourire, et il était parfait. La neige tomba toute la nuit, recouvrant le ranch d'un manteau blanc. Au matin, le monde serait transformé, frais, propre et nouveau. Mais à l'intérieur de la maison des Mercer, la transformation avait déjà eu lieu. Un veuf avait réappris à aimer. Une femme seule avait trouvé sa famille. 3 garçons sans mère avaient trouvé une mère. Et une petite fille était née dans un foyer si rempli d'amour qu'elle ne saurait jamais ce que signifiait être rejetée, mal aimée ou seule. La tempête qui les avait réunis n'était plus qu'un souvenir. Mais son cadeau restait. Une famille, un foyer, un avenir prometteur et l'amour. Un amour féroce, tenace, indestructible, qui les aiderait à traverser toutes les tempêtes à venir. Car c'est cela, la famille. Ce n'est pas la perfection, ni la facilité, ni l'absence de difficultés. La famille, c'est affronter ensemble les moments difficiles, se soutenir quand tout s'écroule, se choisir encore et encore à travers les joies, les peines et tous ceux qui se trouvent entre les deux. Les Mercer avaient appris cette leçon lors d'une tempête de neige, et ils ne l'oublieraient jamais. La lampe à la fenêtre diffusait une petite lumière dorée dans la vaste obscurité hivernale. Ce n'était plus un phare de désespoir. C'était une promesse d'accueil, un symbole d'espoir, un rappel que quelle que soit la violence de la tempête, la maison était toujours là pour les accueillir, et la maison. Les Mercer savaient désormais que c'était la plus belle chose qu'un cœur puisse